Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle. Et ça commence maintenant. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans Faut qu'on en parle. Nous voici en direct pour 2 heures avec nos invités. Focus donc sur la jeunesse pour cette émission. Les jeunes qui payent cher la crise sanitaire que nous traversons. Aspect psychologique de la crise, diplôme dévalorisé, accès au marché du travail, vie étudiante à l'arrêt. Nous allons aborder plusieurs impacts qui sont sans précédent pour les jeunes. Jeunesse Covid, génération sacrifiée, c'est le thème de notre émission. Il est toujours possible de réagir en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP et 24h/24 sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75. Pour co-animer cette émission, je suis en compagnie de Mylène qui sera avec nous exceptionnellement à distance ce soir. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Depuis 1 an, le masque est devenu le quotidien des Français, une habitude même. Certains enfants ont connu plus la crise sanitaire que le monde normal. Comment réagissent ces jeunes enfants au bouleversement que nous traversons ? Comment les préparer au mieux à l'après ? Sport, musée, cinéma, concert. À 10 ans, les enfants ont besoin de s'émerveiller et de s'instruire. Aujourd'hui, de nombreux espaces sont fermés. Comment réussir à les intéresser à la culture et le sport ? Secteur banni par le Covid. Leur curiosité sera-t-elle suffisamment éveillée ? Comment vont-ils gérer le retour à la vie normale ? Diplômés en 2020, les étudiants ont-ils la reconnaissance nécessaire ? À l'heure actuelle, beaucoup se demandent ce que valent leurs diplômes. Comment trouver un emploi tout fraîchement sorti de l'école ? Les chefs d'entreprise sont-ils à la recherche d'alternants ? Vie sociale sacrifiée. Cette année, la majorité des jeunes n'ont pas pu souhaiter leur anniversaire, ni même se rassembler dans un bar ou un restaurant. Encore moins en boîte de nuit. Les adolescents et jeunes adultes passent-ils à côté de leur jeunesse ? Hikikomori, coupé du monde, la vie cloîtrée des adolescents ? Comment maintenir le lien social malgré la situation ? Faut qu'on en parle, les invités. Et on commence tout de suite avec Marie-Gaëlle Girand, qui est psychologue à Aubagne. Bonsoir. Bonsoir. Nous continuons avec Catherine Rossi, vous êtes chargée de projet à la Miage, mission locale à la Seine-sur-Mer. Bonsoir. Bonsoir. On a Sarah Desalons qui est chargée de projet à la Miage Ouest-Var. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Pierre-Louis Norenberg qui est ancien étudiant et responsable maintenant du campus chez My Business School à la Valette du Var. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Benjamin Bouquier qui est étudiant en BTS. Bonsoir. Bonsoir. Clémentine Dewally, vous êtes vice-présidente du bureau des étudiants IAE Move à Toulon. Bonsoir à tous. Et enfin, on finit ce plateau avec Victor Bresto, qui est président du bureau des étudiants IAE Move à Toulon aussi. Bonsoir. Bonsoir. Faut qu'on en parle, les chiffres. Et tout d'abord, Luc, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur l'état santé mentale des Français ? Oui, selon une étude menée par Santé publique France entre mars et novembre 2020, une augmentation significative des troubles dépressifs et anxieux dans l'ensemble de la population est observée. La prévalence a doublé entre fin septembre 10% et début novembre 21%. Toutes les classes d'âge sont concernées par cette augmentation. Les personnes déclarant une situation financière très difficile, celles ayant aussi des antécédents de troubles psychologiques, les inactifs, les CSP et bien sûr les jeunes adultes et étudiants 18-34 ans qui sont davantage concernés par ces états dépressifs. Et puisqu'on parle d'étudiants, tu as aussi des chiffres sur les diplômes et en particulier le bac, focus sur ce diplôme si emblématique. Oui, le nombre d'admis au bac 2020 vient d'être battu haut la main comparé aux années précédentes. La section baccalauréat de juin 2020 compte 95,7% d'admis en France entière. Le taux de réussite global, lui, est nettement supérieur à celui de 2019 qui était établi à 88,1%. On peut noter que pour le bac 2020, 740 584 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat. 53,9% dans les séries générales, 21% dans les séries techno, 25,1% dans la voie professionnelle et que donc plus de 700 000 l'ont eu. On voit même un taux record pour le bac général de 98,4%, c'est énorme. Est-ce dû à la crise Covid et le fait que les épreuves n'ont pas pu se dérouler normalement ? Certains parlent même de diplôme au rabais en 2020. Là, nous parlons des bacheliers, des inscrits au bac, mais derrière cet excellent chiffre se cache toute une autre réalité. Oui, il faut en réalité distinguer le taux de réussite au bac de la proportion des bacheliers au sein d'une même génération. Ce chiffre plus confidentiel est pourtant bien plus représentatif même. Un jeune né en 2001 sur 5 n'a pas eu son bac en 2019. Cela peut paraître déjà beaucoup, mais ce chiffre est à nuancer. En 1985, ce n'était pas 20%, mais 71% des jeunes qui n'avaient pas le bac. Et concernant les autres diplômes, la tendance est la même ? Oui, clairement, tous les taux de réussite aux examens ont été en nette progression alors qu'il y a eu le premier confinement. Et quelques chiffres sur les étudiants en France, Luc ?
En 2019-2020, 2,73 millions d'inscriptions ont été enregistrées dans l'enseignement supérieur en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Leur nombre a progressé par rapport à l'année précédente, plus 1,6%, soit 43 300 étudiants en plus. En 5 ans, à dispositif équivalent, l'enseignement supérieur a accueilli 234 700 étudiants supplémentaires, soit une augmentation moyenne de 1,8%. On peut donc préciser que sur ces 2,73 millions, 1 675 000 étudiants sont inscrits dans des universités en France métropolitaine. Et on sait très bien que les jeunes font souvent la fête et là, malheureusement, ce n'est plus possible. Tu peux nous donner un état des lieux, s'il te plaît ? Oui, par exemple, dans le monde d'avant, on va dire, il y avait près de 1200 boîtes de nuit pour faire la fête en France. Plus de 430, et oui, ont déjà malheureusement déposé le bilan à la mi-janvier 2021. Autant dire que c'est l'hécatombe. Les jeunes ne peuvent même plus prolonger la fête après les bars en boîte. Et concernant les bars et les restos, c'est pareil, impossible de passer un moment sympa entre amis. Oui, c'est clair, en France, le secteur de l'hôtellerie-restauration qui comprend 168 000 restaurants et pas moins de 38 800 bars et cafés. Plus de 30 000 fermetures vont avoir lieu, clairement, soit un écart très important aussi entre Paris et l'Île-de-France, parce que l'Île-de-France perdrait 30% de ses bars et 15% dans le reste de la France. Autant dire même qu'après la crise, en ce temps de crise, la croissance, faut espérer, repart dans ce secteur et qu'il y aura beaucoup d'endroits qui vont se recréer. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On avait Victoria de Bordeaux qui nous avait laissé un message sur notre répondeur. Je travaille en crèche et je garde des enfants en bas âge. Mes bambins voient que des gens masqués et qui ne s'approchent pas d'eux, comme si on les rejetait. On les touche plus, on ne s'approche plus. À cet âge-là, le contact humain est essentiel. J'ai peur de l'impact psychologique que cela peut avoir. Ils vont être marqués. On sait bien que les premières années de leur vie restent gravées dans leur mémoire. Hugo de Rouen qui nous dit « J'en peux plus de cette crise. Je souffre psychologiquement. Je n'arrive pas à décompresser avec la pression des cours. C'est vraiment métro, cours, dodo. Comment faire pour ne pas craquer ? J'espère que vous allez pouvoir m'aider. » Robert de Vincennes, j'ai ma fille qui tente de rentrer dans la vie active depuis le début de la crise et je peux vous dire que c'est très compliqué. Elle trouve porte close partout, le contexte n'est pas favorable, elle est en déprime actuellement. Stéphanie de Toulouse, mon fils vient de passer le bac en 2020, il continue ses études, mais déjà il est stigmatisé parce que on lui fait comprendre que son diplôme vaut moins que ceux qui l'ont eu précédemment. Je tiens à dire que c'est totalement faux, mon fils a travaillé toute l'année et son bac il a mérité. Ce n'est pas un diplôme au rabais, hors de question. Faut qu'on en parle, première partie. Et pour ouvrir ce débat, nous recevons donc Marie-Gaëlle Girand. Tu es donc psychologue à Aubagne. Est-ce que tu peux d'abord te présenter ? Mais oui, bien sûr. Donc, je suis psychologue à Aubagne. J'interviens donc en libéral, en cabinet, où je reçois des familles, des enfants, des ados et des étudiants. Effectivement, peut-être un peu plus que d'habitude en ce moment. J'interviens aussi dans des institutions en analyse des pratiques. Donc là, mon rôle est plutôt de soutenir les professionnels. Donc là, j'interviens dans plusieurs domaines. Et oui. là, on va aborder le thème du masque depuis un an déjà, et c'est pas fini. Le masque, c'est devenu le quotidien des Français. Quel impact ça a sur les jeunes générations de voir des visages masqués ? C'est pas naturel. Comment réagissent ces jeunes enfants ? Alors pour les tout petits, notamment en crèche, où j'interviens aussi en analyse des pratiques, les professionnels disent globalement deux choses. L'une, qu'ils ont des difficultés à interagir avec les petits parce que ces petits ont besoin de voir l'ensemble des visages pour interagir, et notamment dans l'acquisition du langage. Mais parallèlement, des études, et notamment une dernière là qui a été faite aux États-Unis, démontrent que finalement les enfants sont pas aussi impactés que ce qu'on le pense du côté du développement psycho-affectif, dans le sens où ils vont du coup observer chez l'adulte tout le corps, tout le langage corporel, et développer une sensibilité sensorielle. Et finalement, les enfants ont une grande capacité de stratégie à pouvoir faire avec. Bien entendu, sur le plan du langage, je pense quand même qu'il va y avoir des impacts parce que le langage, c'est par imitation qu'il peut s'opérer chez les enfants. Donc ça va laisser des traces dans les cerveaux des jeunes enfants, comme on l'entend souvent Certainement. actuellement. Certainement. Ouais,
pour les enfants de 6 ans, c'est un peu plus problématique. Moi, je reçois des enfants qui disent souffrir de ça, souffrir du masque. Alors, ils trouvent des stratégies, ils disent « Ah, mais moi, je l'enlève souvent. Dès qu'on me regarde pas, je l'enlève parce que je sais pas comment faire avec ça. » Ils obéissent, mais on sent vraiment que ça limite l'interaction, notamment entre eux. Alors, quand on est enfant puis adolescent, on se construit pour devenir un adulte, clairement. Quelles sont les principales étapes du développement psycho-affectif et identitaire des adolescents vers l'étape de jeunes adultes ? Alors, avant l'adolescence, il y a déjà toute la petite enfance et l'enfance qui vont avoir un impact très important, le développement de l'enfant sur le futur adolescent. On ne devient pas adolescent avant d'avoir été enfant. Et c'est bien évidemment comment on a développé sa capacité à interagir avec son environnement, comment on a été soutenu aussi par son environnement, qu'on peut du coup devenir un adolescent peut-être un peu moins en difficulté dans cette question de la socialisation et de la sociabilité. L'adolescence, c'est de toute façon une période très complexe puisque c'est une période de changement et une crise identitaire importante. On a une représentation des ados quand même un peu caricaturale, l'ado qui envoie tout bouler, qui se rebelle, qui se rebiffe, etc., qui est toujours... Et aujourd'hui, on a quand même affaire à des adolescents qui développent plutôt du retrait de cette crise-là, de cette rébellion, et qui vont passer par des passages à l'acte assez destructeurs, avec la question aussi des réseaux sociaux, évidemment, qui aujourd'hui permet le lien. Parce que le lien passe par ça. Ils sont quand même très en difficulté sur toute l'exploration du corps, du corps de l'autre. En ce moment, c'est quand même un peu compliqué pour eux, normalement. Clairement, oui. Et la période et donc, comment le Covid impacte la construction identitaire de ces jeunes-là ? Comment il l'impacte ? Je serais pas à même de le dire de façon suffisamment claire, dans le sens où on n'a pas encore assez de recul pour parler vraiment de l'impact. En tout cas, ils sont obligés. Bon, il y a un vrai retrait, une difficulté à interagir avec les autres, ça c'est sûr, et ça va impacter leur capacité sociale et leur créativité. Ce qui est attaqué par la Covid, c'est le lien, ça c'est clair, et le besoin d'être en lien provoque quand même un plus grand besoin de téléphone, de stratégie, de réseaux sociaux pour être tout le temps en lien, et du coup peut avoir un impact sur la capacité de rêverie, la capacité à penser l'absence, à s'imaginer l'autre sans qu'il soit présent. C'est-à-dire que moins il y a de liens physiques, et plus ils vont aller vers du réseau social, plus ils vont aller vers ils vont compenser de manière différente, quoi. Exactement. Un autre pas présent et pourtant présent. Comment on peut faire pour minimiser cet impact ? Alors peut-être pousser à les utiliser des réseaux sociaux. Je sais pas, c'est une idée quand je vous écoute. Comment on peut les préparer du coup au monde d'après, ces enfants qui pour l'instant malheureusement connaissent que la crise Covid ? Alors là, c'est une grande question. Moi, Madame Irma pourrait peut-être y répondre. Moi, je suis pas tellement sûre de pouvoir répondre à cette question-là comme ça, en tout cas. Ce que je crois vraiment, c'est que, et en tout cas, c'est là-dessus que notamment je travaille, mais aussi les enseignants, les éducateurs en protection de l'enfance et les enseignants et certainement les étudiants, mais oui, ils vont me dire ça aussi, comment ils vont développer de la créativité, en fait, développer d'autres outils, d'autres moyens d'être en lien. Et justement, enfin moi je suis une grande optimiste, et je pense que je crois que c'est important que les ados se disent pas justement que leur vie est sacrifiée, que la Covid a tout bousillé, et qu'ils vont qui vont ça pas serait pouvoir qu'une parenthèse dans leur vie peut-être. Le plus courte possible. La plus courte possible, une parenthèse dans laquelle ils ont la capacité, j'en suis certaine, pour ceux qui ont un environnement porteur, bien évidemment, de pouvoir créer du lien autrement.
effectivement, avec les réseaux sociaux, avec le téléphone, il y a des étudiants qui commencent à s'écrire maintenant. Hein. L'écriture, ça devient un outil qui réapparaît. On n'y pensait pas, hein, mais voilà. On a une question de Sabine sur Faut qu'on en parle sur le Facebook qui nous demande comment peut-on réussir à les intéresser du coup à la culture et le sport, comme on a dit, qui étaient des secteurs bannis par le Covid. Comment intéresser son enfant à la culture et comment elle va se former cette dernière? Moi, il me semble que il y a quelque chose qui change pas, Covid ou pas Covid. L'intérêt pour la culture, ça passe par l'éducation. Et donc par déjà tout petit, l'accompagnement à cet accès à la culture par les même si adultes. en ce moment c'est quand même plus compliqué. Bien sûr, évidemment. Faut les accompagner, hein, expliquer. Effectivement, et maintenant ça veut dire qu'il faut utiliser tous les podcasts, tous les réseaux sociaux, effectivement, mais aussi tout ce qui est présenté par Arte, etc. Enfin, je ne sais pas si on a le droit de dire Arte, mais tant pis. TF1, M6, W9, voilà, toutes les. C'est ça. Absolument. Où quand même, on a des outils pour essayer d'aller explorer un petit peu des choses. Ça n'a rien à voir avec la présence physique. Évidemment, aller dans un musée ou aller à une pièce de théâtre, c'est pas la même chose que de le voir. C'est clair. Mais je crois que c'est surtout d'en parler. C'est que les enfants puissent l'éprouver, et ça passe par les adultes. Hein. On voit pas comment eux-mêmes ils vont pas y aller sinon. On parle de génération sacrifiée en ce moment, on l'entend beaucoup ce terme, mais de quels jeunes exactement parle-t-on en fait? Est-ce que ça concerne tous les jeunes? Et ouais. C'est une grande question, ça, parce qu'effectivement, déjà, la question du sacrifice, hein, de quoi on parle quand on parle de sacrifice financier, le sacrifice, ça fait quand même référence à des choses assez socialement pas très optimistes, hein, quand même. Imaginer qu'on va sacrifier une génération, c'est quand même un peu difficile. Le terme est fort, effectivement. Ouais, le terme est un peu fort. Mais pourtant, et pourtant, on l'entend. Voilà, on l'entend beaucoup. Moi, je trouve qu'il du coup, il empêche peut-être un petit peu justement de penser les choses de façon optimiste pour ces jeunes. Voilà, mais en dehors de cette question-là, j'ai oublié la question. Comment on pouvait, quand on parle de génération sacrifiée, de quel jeune parle-t-on exactement? Oui, pardon. Il y a les jeunes Est-ce enfants. que ça les concerne tous, oui? Oui, c'est ça. Alors, tous les enfants du même âge ou pas? Évidemment, de toute façon, ça peut pas concerner tout le monde, puisque la question de l'environnement, elle est fondamentale. Et que, évidemment, selon l'environnement familial et selon l'environnement social, l'impact du Covid va être différent, parce qu'on ne pourra pas les accompagner de la même façon. Et que quand toute une famille est impactée par la crise du Covid, mais la crise financière, la crise psychologique, la dépression, bien évidemment, ces jeunes-là, il y a des chances qu'ils soient un peu plus sacrifiés que ceux qui ont un environnement porteur. En parlant des problèmes psychologiques liés à cette crise qui touche toute la population, nous avons donc souhaité, nous, mettre l'accent sur les jeunes générations qui souffrent encore plus de la crise sanitaire. Pourquoi les jeunes en particulier et les étudiants, eux, souffrent plus que les autres? Déjà, votre avis, après on va demander la parole, on va laisser la parole à nos étudiants. Mon avis, je pense qu'ils souffrent plus parce qu'ils ont moins de possibilités d'être en lien physique. C'est-à-dire que, quand même, hein, les cours, la fac, la fête, le TD, ça paraît... on ne peut pas imaginer avant qu'on espérait avoir autant de TD que maintenant. Partager le cours en présentiel, c'est évidemment un vecteur de lien social du quotidien. Et ces étudiants-là, ils sont face à des écrans. Alors justement, on a 3 étudiants en plateau. Honneur aux femmes, hein, on va dire. Clémentine, tu as un avis sur cette question? Pourquoi les étudiants souffrent plus que les autres? Alors selon moi, en fait, c'est tout simple. On a les collégiens et les lycéens qui ont cours pour la plupart tout le temps présentiel. Très très peu font distanciel. Et tandis que nous, en fait, en master à l'IAE de Toulon, on a tout le temps cours en distanciel et jamais de présentiel. Et l'autre exemple, c'est à la cantine. Les collégiens et lycéens peuvent manger ensemble, donc ils peuvent discuter, en fait, avoir du lien social. Tandis que nous, qui sommes enfermés dans notre 10 mètres carrés, on a juste un ordinateur avec nous. Et quand on a une pause entre midi et 2,
on parle avec l'ordinateur, quoi. Ouais, clairement. Victor, un avis sur le sujet? Moi, je suis relativement d'accord avec Clémentine de A à Z. Après, c'est pas que l'IAE, c'est un peu toute l'université. Mais en fait, je pense que ce qui manque, ce qui manque le plus, c'est la considération. Euh, Mm. De manière générale, on entend parler de tout le monde, tous les jours. Et pas des étudiants, personne sait où on va. Et comme l'a dit notre psychologue juste avant, en fait, tout manque. Et le simple principe de t'aider, suivre des cours en présentiel, pouvoir être concentré, pouvoir interagir, avoir autre chose qu'un écran juste en face de soi, ça manque vraiment. Benjamin? Pareil. Moi, je pense que c'est au-delà du scolaire. On est dans des années assez charnières de nos vies. C'est le moment où on se lance dans la vie active. Et du coup, je pense qu'on se sent plutôt... le terme sacrifié, c'est dans le sens que on peut pas se lancer dans la vie comme les générations ont pu le faire avant. Du coup, c'est plus compliqué pour nous, pour créer des liens, pour réussir ses études évidemment, mais pour se lancer dans tout ce que veut dire se lancer dans la vie active, quoi, c'est plus compliqué. Donc c'est pas uniquement le scolaire. Et moi aussi, je peux ajouter quelque chose. En fait, je pense qu'un mot qui irait plus que sacrifier, parce que sacrifier c'est très fort, ce serait léser. C'est juste qu'on est mis de côté de A à Z. Ouais, très bien, effectivement. Léser, ouais. Très bon terme. Léser, oublier un petit peu cette question de l'oubli dans tout le champ médiatique qu'il y a eu à un moment donné. Ah oui, et nous alors et nous, et pourtant, on est la charnière et la future génération et ceux qui sont amenés à construire la suite. On a Géraldine qui nous dit qu'elle est étudiante et qu'elle n'arrive pas à savoir si elle est en bonne ou mauvaise santé mentale. Est-ce qu'il y a des signes? Et qu'est-ce que ce traumatisme et comment ça s'organise en fait, Marie-Gaëlle? Oui, des signes avant-coureurs de l'état dépressif. C'est d'abord la perte de sommeil, l'angoisse aussi. Donc l'angoisse, c'est quelque chose qu'on peut mesurer physiquement. Mais la perte d'appétit, des bouffées de chaleur, une sensation d'oppression un petit peu, et surtout la perte de désir. C'est-à-dire que quand on est jeune et quand on a été plus bien d'envie, construit, plus de désir, on a du désir. C'est-à-dire que même si on est empêché, même si on est très malade au fond de son lit, on peut avoir du désir. On peut avoir de la créativité, on va prendre son téléphone, on va essayer de faire appel à des ressources propres. Quand on perd cette capacité-là, effectivement, c'est un signe majeur d'une perte d'appétence de vie, de désir de vie. Et là, effectivement, il faut vraiment commencer vraiment à s'inquiéter, se dire, mince, qu'est-ce qui se passe chez moi? Il y a quelque chose qui cloche. Vraiment. Donc là, on avait la réaction de Géraldine qui était étudiante, mais nous, on en a 3, donc on va demander à nos 3 étudiants. Clémentine, par exemple, comment tu te sens actuellement, mentalement, en ce moment? À quoi ressemblent tes journées type? Alors, mes journées type, comme on disait au début, avant on avait métro, boulot, dodo. Maintenant, on n'a plus que boulot, dodo. On passe vraiment notre journée dans un 10 mètres carrés, en fait, à se lever limite au dernier moment. Et je sais que c'est partagé par beaucoup de personnes pour aller en cours. Et on y est concentré à peine 5 minutes. Après, on décroche rapidement parce qu'on a un prof qui pas souvent met sa caméra ou ne met même pas de diaporama. Et c'est vrai que comme on n'a pas de lien social à côté, on n'a personne à côté avec qui se dire allez, on se concentre à deux, ou on regarde, on se concentre et on suit le cours, c'est vrai qu'on lâche rapidement en fait. Et mentalement, tu le gères comment? Est-ce que les facteurs qu'ont donné Marie-Gaëlle tout à l'heure, tu te reconnais dedans ou quand même pas? Alors, je vais dire que... J'espère pas du coup. Ouais. Il y a certains facteurs que je partage, mais pas autant qu'elle. Ok. Mais ça peut être un début de déprime, Marie-Gaëlle? Non. La dépression, c'est quand même une pathologie. Ouais. L'état dépressif, il peut arriver effectivement assez rapidement. Donc dès qu'on commence à sentir qu'on a un petit peu de perte de désir, un peu de plus envie de se lever, plus d'intérêt pour ce qu'on aime d'habitude, effectivement on se dit bon là quand même il va falloir que je trouve une solution
Alors effectivement, une des solutions, c'est quand même de pouvoir en parler, déjà de le repérer. De le repérer, de pouvoir se regarder et être attentif à son corps et aux signes du corporel, sensoriel, et les pensées aussi qui traversent, les rêves, les pensées. Ça, c'est aussi important. Des fois, on dit « Oh, j'ai le blues ». Bon, ok, avoir le blues, je pense que tous autant qu'on est autour de la table, on a déjà eu le blues. C'est pas un état dépressif. Ça serait un blues qui dure plusieurs jours, voire qui s'installe. Et là, on commence un peu à vraiment s'inquiéter. On parle de santé mentale, hein. On a dit, nous avons plusieurs étudiants en plateau, on a Clémentine, on a Victor et aussi Benjamin parmi nos invités qui est sportif. Benjamin, comment arrives-tu, toi, à garder une santé mentale en mettant de côté ta santé physique ? Alors c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Alors le sport, forcément on en fait moins, mais c'est quand même possible de continuer à en faire. C'est dans un appartement, quand on est dans un appartement, on peut sortir un petit peu, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste possible. Tu fais quoi comme sport à la base ? Du basket. Ok. Ouais. Voilà, donc ce qui connaît manque, ça. ce qui manque, c'est plutôt le fait d'aller se retrouver avec toute une équipe, c'est ça. Les déplacements, des matchs, des compétitions, cet esprit-là. Donc là, c'est plutôt faire du sport pour faire du sport plutôt qu'autre chose. Donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Surtout qu'on perd le côté collectif en plus, du coup, quand on fait un sport co et qu'on se retrouve à faire de la muscu à la maison, c'est pas pareil. Exactement. En plus, on perd un peu de contact avec son équipe, avec ses coéquipiers. Donc forcément, mentalement, c'est un peu plus compliqué, mais on peut tout de même s'en sortir. Après, c'est le mental, quoi. Tout le monde n'est pas à égalité avec ça. Faut arriver à tenir, quoi. Tiens, encore une question pour Marie-Gaëlle. On peut noter qu'il y a quelques semaines, un chèque psy, d'ailleurs, pour les étudiants a été lancé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, ça, c'est une sacrée question. Ouais. Non, mais globalement, l'idée. Enfin, on s'occupe un peu de la santé mentale des étudiants. On se dit, ah mon Dieu, c'est vrai que quand même, les étudiants ont besoin un peu d'écoute et de soutien en dehors de leurs amis et leurs parents. Donc c'est plutôt bien. Après, le dispositif, c'est quand même un dispositif de crise. C'est un dispositif qui propose entre 3 et 6 séances sur certificat médical. Hein. Il y a quand même, j'allais dire, une organisation de ce dispositif-là qui, pour moi, ne prend toujours pas en compte la problématique des étudiants. Ça m'agace un peu, j'avoue. Parce qu'il y a quelque chose qui limite. Un médecin, il faut aller voir son médecin, il faut lui décrire quand même un état dépressif, il faut un peu négocier quand même. Après, il faut aller trouver un psy qui accepte d'être payé 24 € pour la séance, qui du coup va accepter de jouer le jeu. Ce que je pense on fait pour les étudiants dans une période de crise. Mais voilà, moi je suis un peu attristée de ce dispositif-là, même s'il a le mérite d'exister, et que je me dis, bon, peut-être que c'est le démarrage de quelque chose. Dans un autre dispositif qui existe ici en région PACA, c'est le Pass Santé Jeune, et celui-là c'est 12-25 ans, et il le propose pas qu'aux étudiants, il le propose aux collégiens, lycéens, les apprentis, les jeunes qui sont au chômage, les jeunes qui n'ont pas de situation d'identité sociale, entre guillemets, tout. Alors, le dispositif, là encore, est un peu lourd parce que mais par contre, on passe pas par un médecin, donc ça c'est déjà une première chose, et il est un peu restrictif puisqu'il propose entre 3 et 6 séances aussi, mais je trouve qu'il est un peu plus large et qu'il permet de faire reconnaître la santé mentale des jeunes et des jeunes dans sa globalité, en fait. Voilà. Sarah, tiens, de par votre expérience sur le terrain, mission locale, comment sentez-vous le moral des jeunes en ce moment ? Pas très bon. Ouais, pas bon du tout. Pas bon du tout. On est sur des jeunes qui, du coup, souvent sont en rupture familiale et qui, du coup, sont isolés et qui ont pour repère souvent le milieu amical. Et aujourd'hui, de ne pas pouvoir sortir et de ne pas pouvoir voir ses amis, c'est ne pas être soutenu, c'est perdre ses repères. Et quand on n'a pas sa famille pour être soutenu,
il faut pouvoir se tourner vers quelqu'un. Donc c'est vrai qu'à la mission locale, c'est aussi un rôle qu'on joue. On est là pour les accompagner. Un rôle psy, un petit peu quand même. Alors on n'est pas psychologue et on ne se permettra pas du coup de prendre la place du psychologue. On est là pour les accompagner professionnellement. Après, c'est quelque chose qui est important d'être en priorité à l'écoute et de savoir qu'ils ont un endroit où ils peuvent aller, où ils sont reçus et où ils sont écoutés. Voilà, parce que l'écoute et leur santé de bien-être, c'est aussi important pour leur permettre d'accéder à des formations, à des emplois. Voilà, ça fait partie de leur accompagnement. Donc en ce moment, il faut arriver à remonter le moral des jeunes, clairement. Il faut arriver à remonter le moral des jeunes. Après, ce qui est assez positif quand même, c'est que ils ont une facilité à parler à partir du moment où ils sont en confiance, je pense. Et du coup, on arrive quand même à discuter avec eux et à désamorcer en tout cas certaines situations. Alors bien sûr, on n'est pas psychologue, donc on désamorce dans un premier temps. Ça vous arrive d'envoyer des jeunes voir des psys ? Tous les jours. Ok. Ils n'y vont pas d'eux-mêmes, ils ont besoin de vos conseils. Alors, heureusement, il y en a qui vont de même quand même. Après, voilà, ça demande des entretiens assez approfondis. Comme je disais, une certaine confiance de pouvoir s'exprimer sur des souffrances, sur des craintes qu'on peut avoir, un manque de projection. En ce moment, c'est dur quand même de se projeter. C'est difficile de se projeter, mais notre rôle en tant qu'adulte, c'est aussi de les aider à se projeter. Les jeunes que vous recevez, ils s'en rendent compte ou pas qu'ils ont besoin de cette aide-là ? Alors, je reprends ce que disait donc Marie-Gaëlle tout à l'heure. Dans un contexte où on est entouré par sa famille, oui, ils s'en rendent compte, mais pour quelqu'un qui n'est pas entouré, qui n'a pas une structure familiale, qui n'est pas stable, qui n'a pas de logement, qui n'a pas d'emploi, c'est peut-être pas la priorité. Et c'est peut-être pas la première chose qui lui vient à l'esprit, et c'est ça qui est le plus dangereux en fait. Mais ce que vous dites est fondamental, c'est-à-dire que c'est pas la question d'être psy ou pas psy, c'est la question d'accueillir. Oui. D'accueillir et d'écouter. Et cet accueil inconditionnel que le jeune trouve là, dans la mission locale, il est indispensable. C'est-à-dire que si je t'accueille et que je t'écoute, c'est que je te reconnais. Et donc, je vais te reconnaître dans tes compétences et dans ta capacité à créer, à rebondir, à pouvoir te projeter. Effectivement, la question de la projection, c'est un peu compliqué en ce moment, pour tout le monde, pour le coup. On revient dans quelques secondes. Réagissez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à toutes nos émissions sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Faut qu'on en parle, seconde partie. Nous recevons donc aussi dans cette émission Pierre-Louis Norenberg. Donc tu es ancien étudiant, toi, et maintenant tu es donc responsable du campus My Business School à la Valette du Var. Peux-tu déjà te présenter, expliquer aussi qu'est-ce qu'est My Business School au passage et en quoi consiste tout simplement ton métier ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, My Business School, c'est un groupe de 4 écoles. Donc, on est une école de commerce, une école privée d'enseignement supérieur. On propose des formations du BTS tertiaire, des bacs plus 3, des bacs plus 4 et 5 dans tout ce qui est marketing et ressources humaines. On a un campus qui est sur Aix, un campus qui est sur Fréjus, un campus sur Marseille et le campus de la Valette dont je suis responsable cette année. J'ai effectué mon bac plus 5 donc en ressources humaines que j'ai validé cette année. L'année dernière a été donc décisive pour mes études que j'ai validées sur une année Covid. J'aimerais, par rapport à tout ce que vous avez pu jusqu'à présent énoncer, pour moi, il y a eu des temps qui étaient importants dans le sens où le premier confinement n'a pas été le même que les autres, en tout cas au niveau de mon école. Le premier confinement a imposé vraiment à tous les étudiants d'être enfermés chez eux, à tous mes apprentis, puisque nous sommes un centre de formation des apprentis, d'être chez eux également. Pour 95%, j'imagine, de nos apprentis étaient en télétravail chez eux. Il y a eu vraiment un moment, on va dire, important pour eux à être enfermés, à sentir ce sacrifice, entre guillemets, de la génération qui est restée chez elle. Depuis, on n'a pas du tout le même ressenti. La plupart de nos apprentis travaillent. Ils n'ont pas cet enfermement que peuvent ressentir les étudiants aujourd'hui, comme les deux que j'ai devant moi.
On a nos étudiants qui viennent toutes les semaines en présentiel, au moins une demi-journée, ce qui permet justement de ce qu'on disait, garder le lien, pouvoir se rencontrer chaque semaine, pouvoir rencontrer ses formateurs, ses formatrices, pouvoir discuter, savoir qui est-ce qu'on a dans notre classe et se voir tout simplement en gardant le lien. Nous recevons également la mission locale de la Seine-sur-Mer qui représente notre émission partout en France. On a Catherine et Sarah, vous êtes toutes les deux chargées de projets au sein de la Miage. Est-ce que vous pouvez chacune vous présenter et nous expliquer votre métier? On commence par Catherine. Oui. Donc, je suis Catherine Rossi, je suis chargée de projet à la mission locale de la Seine-sur-Mer et de l'Ouest-Var. Donc, c'est une des missions locales de France. Donc, on est au niveau, pour vous situer, la mission locale de l'Ouest-Var. Donc, c'est une des 8 missions locales du Var. Il y en a 28 en PACA et en France, il y en a à peu près 440. Donc, le rôle des missions locales, c'est... Donc, on accueille les jeunes de 16 à 25 ans, déscolarisés. Donc, alors quand on dit déscolarisé, ça peut être, vous me disiez hors antenne avant, que déscolarisé, ça peut être aussi des étudiants qui viennent de passer leur diplôme. Oui, voilà, tout à qui fait. peuvent venir vous voir. Il faut juste plus être scolarisé dans une école. Ah oui, alors à la base, les missions locales ont été créées plutôt pour un public en difficulté, non diplômé, mais d'année en année. Donc, on reçoit de plus en plus de diplômés. Effectivement, on peut avoir des jeunes avec des BTS, des masters, qui rencontrent des difficultés. Et donc, ils peuvent faire appel à la mission locale s'ils ont moins de 25 ans. Et on a tout un panel de solutions à leur apporter. Très bien. Voilà. Sarah ? Alors, je suis Sarah Dessalons, donc du coup, je suis chargée du projet du domaine social et je suis également, donc depuis 20 ans, assistante sociale sur la structure et j'accompagne les jeunes dans différents domaines, donc dans tout ce qui est les freins à l'accès à l'emploi, avec pour finalité, en priorité, leur autonomie sur l'accès au logement, à la santé, à la mobilité, permis de conduire, voilà, tout ce qui peut les aider à s'en sortir, à avancer dans la vie. En tout cas, les aider à avancer sur certaines choses. On va faire un focus sur les diplômes. On va en parler, nous l'avons dit en introduction. Les taux de réussite ont été très bons. Les épreuves ne se sont pas déroulées clairement comme d'habitude l'année dernière et on se dirige peut-être vers la même chose. Certains pensent que les diplômes ont été donnés. Oui, on l'entend ça. Ils sont donc dévalorisés par rapport aux promos précédentes. Pierre-Louis, qu'en penses-tu ? Pour ma part, en tout cas chez My Business School, je suis pas d'accord forcément avec cette histoire de diplôme qui peut être donné. Chez nous, les diplômes ont été passés dans les délais classiques. On a eu la chance d'avoir une période de partiel qui s'est passée avant le premier confinement sur l'année dernière. Donc on n'a pas eu l'impact du premier semestre, en tout cas du premier confinement. Pour toute l'évaluation en contrôle continu, elle a été faite d'une manière juste. C'est-à-dire que tout ce qui a pu se passer en oral pour le contrôle continu s'est passé en oral plus qu'un écrit pour qu'il puisse y avoir toujours cette interaction et une notation qui soit juste envers nos étudiants. Et les partiels se sont passés sur le mois de juillet en présentiel, en physique, sur papier, comme ça s'est toujours passé chez nous. Et donc, on a des taux de réussite qui ont été très bons, mais comme chaque année. Et il n'y a pas eu, visiblement, en tout cas, de validation de diplôme, on va dire au rabais, comme on a pu en parler au début. Ouais, c'est vraiment la rumeur qui traîne, on entend parler de ça. Bien sûr. Les diplômes ont été donnés. Alors, forcément, on parle plus du bac à la télé, on entend bac. Mais Et oui, en parlant de bac, on a une réaction de Florent qui nous dit « Moi, j'ai eu le bac mention Covid. Alors oui, je me sens défavorisée par rapport aux autres. » Ouais, c'est vrai que ça fait sourire comme ça en plateau, mais bon, bac mention Covid, on voit clairement l'image, quoi. Donc est-ce que ça va pas coller, j'espère, aux jeunes ? C'est une mauvaise image, puisque finalement c'est pas vrai, c'est pas des diplômes bien sûr. donnés au rabais. Pour comparer, par exemple, sur des niveaux BTS chez nous, puisque ça se compare directement au bac, le reste sont des titres RNCP reconnus et donc qui ne sont pas des diplômes comme on peut passer un bac ou un BTS. Les BTS ont été pour la première année validés par dossier scolaire dans notre établissement. Nous, comme d'autres établissements, je pense, avons joué le jeu du diplôme valide ou non en remplissant les dossiers scolaires qui remplissaient le contrôle continu. Globalement, les étudiants qui passent le BTS, il y a rarement des surprises au moment de passer le BTS et ceux qui devaient l'avoir sur contrôle continu devaient l'avoir sur leur BTS de la fin. Très bien. Victor, est-ce que toi, tu as peur pour tes futurs diplômes d'être dévalorisés aux yeux des employeurs ? Alors, personnellement, non, j'ai pas... Si, j'ai peur. Si, j'ai peur, mais en fait, je trouve ça dommage justement que les gens se mettent cette idée en tête parce que c'est quelque chose qui a pu être vérifié. En fait, c'est des questions que moi, je me suis déjà posées l'année dernière lorsque j'ai eu ma licence 3. En fait, il s'avère que j'ai regardé un petit peu les taux de réussite
j'ai cherché à savoir si vraiment mon diplôme ne valait rien comme j'ai pu l'entendre. Et en fait, il s'avère que les taux de réussite d'une année sur l'autre sont relativement similaires en fait. Et là où certaines choses vont être au profit de certaines personnes, notamment le distanciel, ça va être au détriment d'autres personnes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout l'intérêt, c'est vraiment de trouver un moyen de défavoriser personne et pour que les diplômes soient les mêmes pour tout le monde, en fait. Benjamin, tu as peur, toi, pour ton BTS, ou pas du tout? Pas spécialement, non. Je pense que une personne qui doit réussir arrivera à réussir de la même manière, Covid ou pas. C'est certes un peu plus difficile pour certaines personnes parce qu'on n'est forcément pas tous sur le même pied d'égalité face à ça, sur le suivi des cours à distance, etc. Maintenant, qu'on est, en prenant l'exemple du BTS ou du bac, qu'on ait le BTS hors Covid ou pendant le Covid, l'essentiel, c'est d'avoir son diplôme. Maintenant, je pense pas qu'il y a à retirer de mérite à quelqu'un qui... Il faut juste espérer qu'effectivement, les employeurs se disent pas, tiens, BTS, bac, etc., 2020, voire peut-être même 2021, mauvaise promo, ils l'ont eu au rabais. C'est vraiment l'image, enfin, c'est ce qu'on entend clairement aujourd'hui. Puis là, on parle en court terme. Si on regarde au long terme, quelqu'un ce Florent qui nous expliquait, parce que bon, il nous a fait un texte un peu plus long, qui nous expliquait avoir son bac avec mention Covid, c'est clairement inscrit sur son bac. Ça veut dire que dans 10 ans, 15 ans, quand il va se présenter devant un employeur, je comprends qu'il puisse se sentir défavorisé. Hein. Par rapport au diplôme peut-être, mais après ce qui compte énormément, je pense, c'est l'expérience professionnelle qu'on peut acquérir en entreprise, clairement. Oui, Sarah? Non, mais donc Sarah n'est pas très d'accord. Je suis pas d'accord. Enfin, oui, mais bien sûr que les diplômes, je pense que, oui, c'est nécessaire, mais après, l'employeur, oui, il vit aussi dans le même contexte que nous, avec des problématiques aussi. Et ce qu'il va rechercher chez les jeunes, c'est aussi la motivation, l'envie d'aller plus loin. Et comment, ce que vous mettez en place justement pour dépasser ça. Donc, oui, je suis pas trop d'accord. Et moi, du coup, je rejoindrais l'animateur sur son point de vue. Sur le court terme, je pense qu'avoir une mention Covid sur son bac, c'est aujourd'hui vu très négativement. Mais à prendre avec du recul, excusez-moi. À prendre avec du recul. Et sur le long terme, je pense que ce sera vraiment l'expérience professionnelle qui primera. Et puis, il y aura aussi d'autres choses qui seront vues avec le recul, encore une fois, comme le disait... Sarah, excusez-moi, comme le disait Sarah, on développe d'autres capacités en fait avec le Covid et c'est ça qu'il faut vraiment réussir à montrer. Effectivement. Tout à fait, c'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir, c'est-à-dire que avoir son diplôme en plein Covid, c'est avoir fait preuve d'une grande ténacité, d'une opiniâtreté même, à pouvoir obtenir son diplôme, à de la créativité, une capacité à se concentrer, à tenir, à faire, à dépasser sa peur, etc. Donc, j'allais dire au contraire, avoir c'est montrer qu'on son est motivé. bac à ce moment-là, travailler tout seul de cette façon-là, c'est au contraire plutôt louable. Et ça fait un diplôme qui est certainement pas au rabais. Pierre-Louis. Je pense que notre auditeur est bien rassuré avec tout ça. Le but, c'est de rassurer un petit peu tous les jeunes qui peuvent nous écouter. Pierre-Louis. Après, moi, je pense que la vraie question aujourd'hui, elle n'est pas sur est-ce que le diplôme est valable ou non. C'est plutôt de se poser la question dans l'autre sens. Qui sera le plus employable à la sortie d'un diplôme? Quelles compétences vont faire qu'il le sera? Moi, ma question aujourd'hui, c'est plutôt sur des diplômes qui vont être, par exemple, universitaires. Parce qu'on le voit bien que l'État a mis avec le dispositif Un jeune, une solution, des mises en place pour des aides à l'apprentissage. Finalement, les diplômes universitaires, par exemple, comme les deux étudiants devant moi, c'est du marketing. Donc ça va être, eux, de leur côté, ce sera de la pratique. Je pense pas que ça leur posera vraiment de problème à la fin, que ce soit universitaire, puisqu'ils ont les compétences pour pouvoir exercer du marketing, en plus à distance. Pour tout ce qui sera plus tertiaire, finalement, est-ce que quelqu'un qui aura juste un diplôme sans aucune expérience sera, lui, employable, Covid ou non? Et encore plus à la sortie de crise. Clairement, oui. Malgré les restrictions fortes sur les présences d'étudiants en fac ou en école, comment on peut assurer une continuité scolaire? Pierre-Louis. Comment assurer la continuité? Comme j'expliquais tout à l'heure, le plus difficile, c'est vraiment d'orchestrer toute cette
tout ce balai d'étudiants en fait qui défilent sur le campus. Sur la Valette, j'ai 250 étudiants et 14 classes. C'est toujours de limiter ce brassage d'étudiants. Comment faire pour qu'ils aient les bonnes distanciations, un par table double, tout en essayant d'orchestrer tout ça. Le plus compliqué, c'est la pause du midi. C'est vraiment celle qui nous pose problème. Donc aujourd'hui, on a supprimé la pause du midi, mais tout en continuant à les voir toutes les semaines, une demi-journée au moins, souvent deux. Pour pouvoir justement que la classe se rencontre toutes les semaines avec les formateurs. Ouais, ça c'est quand même bien, parce qu'effectivement, visiblement du côté de l'IAE, c'est plus compliqué, Clémentine. Clairement, il n'y a pas du tout de présentiel, donc... C'est ça. En fait, nous, de notre côté, au niveau du master marketing, on n'a eu aucune nouvelle de représentant présentiel. Quand on demandait un peu plus pour s'en savoir pourquoi, on pouvait même pas avoir un choix ou quoi. Ils nous disaient qu'en fait, les professeurs n'avaient pas envie forcément de reprendre en présentiel. Donc, c'est aussi des deux côtés. Et si certains voulaient reprendre, c'était qu'une demi-journée. Donc, imaginez les étudiants qui viennent dans leurs 10 mètres carrés 7 jours pour passer tout le temps leur vie devant un écran et venir une demi-journée, alors qu'ils seraient certainement mieux près de leur famille dans une maison. Et surtout que pour moi, en fait, il y a vraiment une incohérence. Comme le disait Clémentine tout à l'heure, il y a des classes de collégiens, de primaires, de lycéens qui se retrouvent par 35 dans des classes qui sont absolument pas adaptées. Il y a des licences qui se retrouvent en cours alors que c'est des promos de 1000. Bon, en général, ça va, c'est adapté. Et nous, on est une promotion de 15. Et en fait, je prends vraiment à titre universitaire. Pas pour l'IAE, mais à titre universitaire. On est une promotion de 15 et on peut pas avoir nos cours en présentiel. Et c'est à ce moment-là que je me dis, mais en fait, pourquoi ? Et c'est... Comme l'a dit Clémentine, il y a vraiment une remise en question à faire, mais de tous les côtés, en fait, parce que il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents, et tout le monde a quelque chose à dire, personne n'est content, et personne ne fait un pas vers l'autre, au final. En plus, il faut faire avec, en ce moment, on n'a pas le choix, donc... Mylène, du coup ? Oui, comment on peut garder, malgré tout, le lien avec les étudiants ? Est-ce que c'est possible de trouver un équilibre présentiel-distanciel, tout en garantissant la sécurité sanitaire ? On avait un peu abordé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Pierre-Louis ? Alors justement, c'est toute la complexité là. Comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi des étudiants qui souhaitent rentrer dans leur famille. De mon côté, on n'a pas beaucoup d'étudiants qui viennent de loin, donc je rencontre pas beaucoup ce problème. On a des étudiants aussi qui ont un contexte familial particulier, comme on le disait tout à l'heure. Il faut vraiment être à l'écoute de chacun. Certains viennent sur tous leurs jours de cours en présentiel, même s'ils sont seuls sur le campus. Le fait de rencontrer des gens, de discuter avec moi à la pause et de pouvoir suivre son cours à distance sur le campus, ça les aide aussi. Donc il faut vraiment, la crise vraiment révèle certains problèmes familiales. Il faut vraiment être à l'écoute de chacun et puis essayer de voir situation par situation. Certains sont très bien en 100% distanciel et d'autres aimeraient revenir en 100% présentiel. Donc c'est difficile d'orchestrer pour tout le monde, mais le fait déjà de les faire venir toutes les semaines, je trouve qu'on reprend un rythme, que eux retrouvent un repère aussi dans la formation et ça se ressent sur les résultats d'une autre partie. En plus de la fac, je crois qu'il y a des bibliothèques ou des choses comme ça, non, qui accueillent les gens, des espaces de coworking, peut-être, je sais pas. Oui, alors, nous à l'université, je sais que sur prise de rendez-vous, il est possible d'aller à la bibliothèque universitaire, que ce soit pour travailler ou pour emprunter des livres. Après, j'ai pas plus d'informations, c'est pas un procédé que j'utilise personnellement. Ok. Est-ce que c'est possible, clairement, de garder un enseignement de qualité, même à distance ? On va donner la parole à Clémentine, déjà, puisque full à distance aujourd'hui. Alors pour moi, je dirais non, pas du tout, parce que on a d'un côté le professeur qui a des soucis de connexion, et ça arrive très régulièrement. Et nous, de notre côté aussi, on a des soucis de connexion, on a au moins 5-6 différentes plateformes où on a un cours en visio. Donc à chaque fois, il faut s'adapter aux professeurs, et c'est pas les professeurs qui s'adaptent à nous. On a des plateformes où certains n'arrivent pas à se connecter, n'arrivent même pas à écouter le cours, et le prof n'en prend pas en compte, et on comprend pas en fait pourquoi on a nos partiels qui sont présentiels et on aurait nos partiels en présentiel, et nous on aurait nos cours en distanciel, alors que le présentiel n'a rien à voir avec le distanciel. Et beaucoup de gens pensent comme nous en se demandant pourquoi on n'aurait pas le droit de reprendre en présentiel alors que les partiels seront en présentiel. Pierre-Louis ? Alors c'est vrai que c'est une question qui n'est pas évidente. Sur les cours, la perte de qualité, moi je dirais non en soi, puisque finalement on est sur un visio avec une présentation PowerPoint qui est présentée
sur le visio comme elle pourrait être présentée en cours. La vraie difficulté, en fait, c'est surtout de garder cette interaction. Comment être interactif derrière un écran, comment motiver ces étudiants, je parle pour nos formateurs et formatrices qui se battent avec ça tous les jours, comment les motiver à mettre une caméra, un micro, comment les motiver à s'asseoir sur une chaise et devant un bureau finalement, puisque la plupart du temps, il faut leur dire qu'il faut sortir de leur lit. Enfin, c'est vraiment toute une psychologie derrière. Mais et en fait, le vrai souci, c'est qu'on comprend nos étudiants aussi d'un côté qui au fur et à mesure se lassent. Mais donc le plus compliqué, c'est de les pousser tous les jours à garder cette interaction derrière l'écran et essayer de les captiver. C'est souvent la classe inversée qui peut fonctionner dans ces cas-là pour pouvoir rendre acteurs les étudiants du cours finalement. On peut trouver des petits challenges pour les motiver, les étudiants ? Oui, on peut en trouver. Après, ça dépend. Forcément, il y a des cours qui peuvent plus ou moins s'y prêter. Je peux penser, par exemple, dans les ressources humaines, sur tout ce qui est personal branding, on peut trouver des choses qui sont motivantes. C'est sûr, si on parle de comptabilité ou de gestion, c'est un peu plus compliqué de rendre le cours intéressant. Non, mais déjà, ne serait-ce que mettre sa cam pour se voir. Oui. On voit des têtes. C'est peut-être mieux, c'est peut-être plus sympa que d'être seul, enfermé devant. Enfin, ouais, quand c'est dans 10 mètres carrés, juste avec. Seul devant l'écran noir, c'est pas. Après, ouais. Comme on disait tout à l'heure, avec les espèces de coworking, la bibliothèque, nous, on dispose pas de bibliothèque, mais le campus est ouvert vraiment tous les jours, du lundi au vendredi, à tous les étudiants, et on refusera jamais personne devant l'entrée. On trouvera toujours une solution, une salle pour chacun si besoin. Victor, ton avis sur les cours à distance ? Pour moi, il y a une perte de qualité, mais encore une fois, je pense que ça vient des deux côtés. Ça vient des enseignants, comme ça vient des étudiants. Peut-être que tout le monde n'était pas préparé aussi à ça. Il y a déjà eu le premier confinement où voilà, c'était compliqué pour tout le monde. Ouais. Et même là, on sait que ça continue. Et même aujourd'hui, là, 1 an après le début du Covid, c'est pas encore au point. Clairement pas. Et c'est un des côtés positifs qu'a eu cette crise. C'est qu'en termes de numérique, on a fait un énorme pas en avant qui aurait peut-être pris 10, 15, 20 ans à faire. Par contre, le point positif est tellement petit et il devrait tellement pas être là. En fait, c'est quelque chose c'est des outils sur lesquels tous nos professeurs, tous les personnels devraient déjà être formés depuis tellement longtemps que j'ai même pas envie, moi personnellement, de le mettre dans le positif. Après, je sais que dans le privé, les écoles privées, c'est différent. L'université, comme l'a dit Clémentine, les professeurs utilisent tous des plateformes différentes. Encore, on parle de ceux qui savent utiliser les plateformes. Pourquoi ? Parce que les profs dans le public utilisent ce qu'ils veulent. Il y a rien qui est imposé. Alors, je sais pas de bricoler eux-mêmes en fait pour arriver à faire quelque chose. Il y a un petit peu de ça, ouais. Il y a un petit peu de ça. Après, je suis pas professeur, je sais pas par quoi ils passent, je sais pas ce qu'ils ressentent, je sais pas si on leur propose des formations. Vous de votre côté, fac, on va dire, vous rendez compte, Clémentine, Victor et donc tous les autres, que les profs utilisent des moyens différents. C'est jamais les mêmes réunions, jamais les mêmes outils, jamais les mêmes méthodes. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon. Personnellement, je trouve que ça va quand même mieux que l'année dernière. Mais ça fait 1 an, quoi. Ouais, ça fait 1 an qu'on est confiné. Heureusement que ça va mieux que l'année dernière. Pierre-Louis, du coup, est-ce que les formateurs chez toi arrivent à s'adapter ? Y a-t-il une baisse aussi de motivation, clairement, côté formateur, côté élève ? Parce que c'est clairement pas la même ambiance de suivre des cours, on l'entend là, à distance, que d'être dans un campus avec d'autres étudiants. Alors, il y a du présentiel, mais il y a aussi du distanciel chez toi. Oui, bien sûr, ça n'a pas été évident. Alors, dans un premier temps, ça a été vraiment le point clé, c'était le premier confinement, puisque finalement, on nous a dit le vendredi pour le lundi, vous allez faire des cours à distance. Je fais le parallèle justement avec ma mère qui est prof, elle, dans un collège. On a dit aux professeurs qui étaient dans les collèges, écoutez, vous avez un ordinateur, un téléphone, faites un peu ce que vous pouvez. Nous, de notre côté, on a essayé vraiment de mettre en place, ça n'a pas été évident, on a mis 1 semaine de coupure entre deux, le temps de tout lancer. Mais de dire on garde cet enseignement en face à face. On a évité aussi de mettre ce qui était en place, par exemple des plateformes de visionnage, puisque finalement sans interaction, déjà que c'est pas facile de faire suivre les étudiants quand il y a une interaction. Donc si c'est juste du visionnage avec du QCM, c'est encore pire. Mais c'est vrai que les formateurs aujourd'hui, certains s'en lassent. De la même façon, le fait de revenir un petit peu, ça les motive. Mais certains, c'est comme les étudiants, certains formateurs me demandent de rester eux à distance. Ils ont souvent leur raison et c'est souvent un risque. Mais la plupart des formateurs, eux, veulent revenir en 100% présentiel, même s'ils ont conscience que c'est encore à l'heure actuelle très compliqué. Pour les étudiants qui n'auraient pas les moyens nécessaires pour suivre les cours à distance, par exemple des problèmes d'internet, d'espace de travail, d'ordinateur, comment ça se passe chez vous, Pierre-Louis ? Alors on a eu sur le second confinement, on a fait un sondage en fait dans chaque classe quand on a senti que le confinement se pointait. On a fait un sondage dans chaque classe pour savoir qui avait finalement sur 3 critères le lieu en fait tout simplement. Est-ce qu'ils ont de quoi s'installer chez eux, un accès internet suffisant et un ordinateur capable de suivre les cours à distance. On a pu le recenser, sachant qu'au début de l'année, on a offert à tous nos apprentis en fait qui ont signé leur contrat d'apprentissage un ordinateur. Ça a été le choix de l'outil pédagogique fourni pour pouvoir suivre les cours à distance.
Et ensuite, pour tous ceux qui n'auraient pas la capacité de le suivre chez eux, comme je disais tout à l'heure, on leur ouvre les portes du campus pour pouvoir s'installer dans une salle. Ok, très bien. Est-ce que j'ai juste une petite question. Est-ce que la mission locale, par exemple, fournit des ordinateurs pour des jeunes qui n'auraient pas accès à Internet? Non. Non. Si, enfin, au niveau de la mission locale, depuis le début du confinement, depuis l'année dernière, donc on s'est adapté également. Et puis toutes les missions locales sont passées au télétravail. Donc on s'est mis à faire des webinaires, des ateliers en visio. Et effectivement, la problématique de l'ordinateur s'est posée pour les jeunes. Donc on a fait également des sondages, on a fait également des études auprès de ces jeunes-là. Effectivement, il y a une grosse fracture numérique, parce que c'est pas tout d'avoir le matériel, donc déjà il faut l'avoir, mais après il faut savoir l'utiliser, il faut avoir la connexion, donc c'est pas toujours évident. Donc on peut aider les jeunes, effectivement. On a des aides par des dispositifs comme le PACEA ou des accompagnements comme la garantie jeune, où les jeunes ont des aides financières. Et effectivement, dans le cadre du PACEA surtout, ils peuvent financer un ordinateur, un téléphone, puisque beaucoup en fait se connectent avec des téléphones. En fait, Ouais, mais bon, on voit pas tout quand même sur le téléphone, c'est tout petit. Parce que tout le monde a un smartphone, mais bon, je parle en termes de jeunes étudiants pour... Alors, tout le monde, beaucoup. Nous, c'est pas des étudiants, on leur fait pas des cours, c'est différent. Nous, c'est des interactions qu'on a avec eux. L'objectif, c'est de maintenir le contact. Donc, c'est assez court. Vous maintenez le contact par des visios, on des fait choses des comme visios qui, ça dure 1 heure, et c'est beaucoup d'interactions. C'est des informations qu'on leur communique. On va pas leur faire en cours. Donc, la problématique est différente. On revient dans quelques secondes. Pour ne rien rater des coulisses de votre émission, rendez-vous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube Faut qu'on en parle. On est de retour en plateau, c'est votre émission Faut qu'on en parle, www.fautquonenparle.fr. Parlons donc du travail maintenant, un focus, on va donner la parole à la mission locale. Trouver un emploi, c'est pas simple, et il existe des structures effectivement comme les missions locales en France pour accompagner les jeunes dans ces démarches. Comment concrètement ça fonctionne, la mission locale? Voilà, aujourd'hui je suis un jeune, j'arrive. Comment ça se passe? Alors vous êtes jeune, vous venez à la mission locale, on a un conseiller va vous accueillir. Et donc, on va commencer par faire un diagnostic de la situation sur tous les plans. Donc, la spécificité des missions locales, c'est de travailler sur la globalité du jeune. Donc, on étudie, l'objectif, c'est l'emploi, mais on va étudier tous les freins qui peuvent l'empêcher d'arriver vers l'emploi, vers l'autonomie. Donc, après ce travail de diagnostic, le conseiller va l'orienter en fonction de ses besoins pour enlever les freins un à un. Donc, il y a la partie sociale, mais il y a la partie après accompagnement vers l'emploi, ou alors il faut passer par une case formation. Donc, on a tout un panel à leur proposer. Donc, de par le plan, un jeune, une solution. Hashtag le plan on va y relance, venir justement. Ouais, c'était la question suivante. Des dispositifs, en effet, ont été mis en place par le gouvernement récemment, comme le plan Un jeune, une solution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche, à qui ça s'adresse? C'est à vous. Donc c'est un plan, oui, mais mis en œuvre par l'État, qui est mis en place qui est mis en œuvre après aussi par les missions locales, qui consiste à amplifier surtout les dispositifs qui existaient déjà, comme augmenter la garantie jeune, par exemple. On double les places en garantie jeune. Donc peut-être 2 mots sur la garantie jeune. Donc c'est un accompagnement qui est renforcé, qu'on propose aux jeunes, qui est de 12 mois. Donc c'est pour tous les jeunes qui sont sans emploi, sans formation, en précarité. Et là, donc, dans le cadre du plan de relance, il s'agit d'élargir les critères d'éligibilité de ces jeunes. Donc, on double les effectifs, en fait, dans toutes les missions locales chez nous, mais ailleurs aussi, ça sera pareil. Il y a également le PACEA, donc ça, c'est une aide financière qu'on donne aux jeunes.
Là aussi, c'est augmenté. Puis il y a des aides, on en a parlé tout à l'heure, hein, pour signer des contrats d'apprentissage, donc pour favoriser les emplois, enfin pour aider les employeurs à embaucher des jeunes en contrat d'apprentissage ou en contrat en alternance. Il y a également des contrats aidés, hein, donc c'est des contrats comme le CIE ou le CAE selon le secteur professionnel, c'est des entreprises privées ou publiques. Mais Sarah, j'oublie quoi? En Non, fait, ça parle à Sarah un petit peu. voilà, oui. Elle veut parler. Je suis pas la pro du professionnel, mais du coup, l'État a souhaité vraiment accentuer ces aides à différents niveaux. Donc, au niveau de l'emploi, comme l'a dit Catherine, avec des aides pour embaucher des jeunes, donc notamment dans le domaine de l'apprentissage. Il a permis aussi d'orienter plus particulièrement sur tout ce qui est la formation professionnelle, en permettant en fait au niveau régional de s'adapter à un plan, on va dire à un territoire. Donc par exemple sur la région PACA, on a des domaines d'emploi qui sont plus accessibles que d'autres. Dans les années passées, on était sur un jeune il vient, j'ai envie de faire ça. Oui, on l'oriente sur tel ou tel domaine. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. L'État met des financements, mais il met des financements sur des formations où du coup il y a du plein emploi et où on peut proposer en effet à des jeunes de faire des formations qui seront adaptées au territoire sur lequel ils vivent. Hein. Donc actuellement, on est beaucoup sur des formations dans le numérique, dans le tourisme, dans le nautisme. Le bâtiment. On parlera un petit peu plus tard des métiers qui recrutent. Mais voilà, c'est le plan jeune, c'est vraiment d'adapter des solutions à une problématique bien particulière et vraiment un maillage entre les partenaires qui sont, l'État, la région et de bien adapter au local en fait. Hein, c'est ça le plus important. Alors sur le plan un jeune, une solution, Pierre-Louis, tu voulais préciser des petites choses ? Alors après, oui, c'est ce que je disais. Alors c'était d'une part pour le financement des ordinateurs à nos étudiants qui nous ont aidés à financer cet ordinateur en partie aux étudiants. Chaque apprenti qui a signé ce contrat cette année a cet ordinateur. Et aussi sur la partie contrat d'apprentissage, évidemment, puisqu'il y a une aide de 8 000 € sur la durée du contrat d'apprentissage. Cette année, pour information par exemple, on a 95% de nos apprentis qui sont aujourd'hui en alternance. C'est un chiffre qu'on a déjà avoisiné, mais qui est quand même assez important cette année, ce qui permet justement que tous nos étudiants soient placés et non pas en situation initiale sans côté entreprise tout au long de la semaine. Très bien. Si par exemple l'émission locale, ou Pierre-Louis, tiens, si tu devais convaincre un employeur d'embaucher un jeune en ce moment, comment tu le ferais ? Alors après, c'est ce que je disais tout à l'heure en termes d'employabilité. Aujourd'hui, pour moi, un diplômé, par exemple, de Bac plus 2, 3 ou 5 de chez nous ou d'une école de commerce en général, peut prouver justement son diplôme, mais la même équivalence en expérience professionnelle également. Puisque le rythme est alterné. Je sais pas, je prends l'exemple d'un jeune de 21 ans qui sortirait d'un Bac plus 3, a acquis 3 ans d'expérience professionnelle et peut aussi stipuler avoir un Bac plus 3. Aujourd'hui, pour moi, c'est un avantage qui est énorme sur un CV et qui paraît évident pour un employeur. De manière générale, c'est vrai que l'alternance a toujours été peut-être plus valorisée par les employeurs, le fait qu'effectivement la personne a fait le vrai avantage, c'est que finalement la période de diplôme sert de période d'essai aussi à l'employeur, puisque en 3 mois, on peut pas vraiment voir si le salarié est compétent ou quoi que ce soit. Si jamais on l'a suivi pendant ces 3 ans, je pense qu'à la fin, on peut être décidé et on va dire pouvoir savoir si on le prend ou pas dans l'entreprise à cette suite. Donc, Sarah ou Catherine, vous... Oui, puis... Enfin, 3 mois, c'est bien déjà. Nous, ce qu'on propose, c'est des conventions de stage aux employeurs qui peuvent servir de période d'essai, de tremplin. Parce que ce que regardent aussi les employeurs, bien sûr, c'est les compétences, mais surtout le savoir-être. C'est savoir déjà si le jeune arrive à l'heure le matin, et la politesse, et comment il va vouloir s'intégrer, la gestion du stress qu'il va avoir aussi. Et ça, c'est vraiment une compétence par rapport au diplôme Covid dont on parlait tout à l'heure, qui est essentiel, et c'est vraiment un côté à valoriser dans ces diplômes-là, je pense, parce que c'est quand même super d'avoir réussi à tenir ses études, à décrocher ce diplôme dans ces conditions qui sont très difficiles. Donc je pense que ça sera quand même bien relevé au niveau des employeurs, parce que donc c'est une belle compétence prouvée. Sarah, comment arriver à faire embaucher un jeune en ce moment ?
L'avenir, c'est la jeunesse. Et l'engagement de chacun, c'est aussi bien du plan de l'employeur que du plan du jeune qui va se présenter. Et je pense que c'est pour ça que l'État met les moyens sur les aides à l'embauche, parce que c'est leur donner une chance de réussir dans leur avenir, et que l'avenir, ça passe par la jeunesse aussi. Donc c'est un engagement de chacun, à chaque niveau. C'est bien. On a une question de Laurent qui dit moi, ça m'intéresse. Quelle aide il faut demander en tant qu'employeur? Je ne sais pas si Catherine peut lui répondre. Est-ce qu'il y a des aides en ce moment pour embaucher les jeunes, effectivement? Alors, au niveau des aides, il y a des aides, il y a des exonérations de charges dans le cadre du plan jeune, du plan de relance, donc de 4 000 €. Donc, c'est des aides ces aides-là, pour la plupart, vont s'arrêter au 31 mars, moins que ça soit prolongé, mais les aides pas encore, en tout cas pas qu'on sache. Pour l'instant, la date butoir, c'est 31 mars. On a l'impression de vivre au jour le jour en ce moment. Oui, on s'adapte. Donc, les aides qui ont été citées sur les contrats en alternance, les 5 000 € et les 8 000 € également. Et puis après... il y a également le CIE, si c'est des entreprises privées, donc elles peuvent avoir une prise en charge, alors je crois que c'est à 47% de tête du salaire. Et donc voilà, moi je pense que j'ai fait le tour. Mais c'est déjà pas mal, je crois là. Après, pour répondre à la question de Laurent, en fait, je pense que sur les aides, ils ont vraiment mis le paquet dans le sens où c'est très simple aujourd'hui d'accéder aux aides. Il ne s'agit plus de remplir des dossiers et des dossiers. Par exemple, on voit sur les contrats d'apprentissage, le contrat est rempli via l'OPCO, l'organisme paritaire de financement, et vraiment le déblocage se fait dans les semaines à venir, et il n'y a plus beaucoup de démarches à faire, ne serait-ce que de signer le contrat. Oui. Puis il y a les emplois francs également, que j'allais oublier. Donc là, c'est vrai, c'est aussi très simple. Je vous rejoins, c'est un CERFA qu'il faut que l'employeur signe, remplit et signe en ligne. Et c'est très facile à faire. On a abordé tout à l'heure la question très très rapidement. Et concrètement, quels sont les employeurs aujourd'hui qui recrutent des apprentis? Catherine, tiens. Donc c'est les entreprises des secteurs porteurs, principalement, mais en vérité, j'aurais envie de dire tout, pratiquement, beaucoup d'entreprises. C'est bien ça, positif ça. Ouais, j'aime bien être positif. Il faut qu'on essaye. Mais bon, après dans notre région, on est sur les secteurs. Oui, j'ai envie de dire tous, parce qu'en vérité, même ceux qui sont atteints par la crise, et les plus atteints, c'est ceux qui sont fermés, forcément. Il va falloir quand même qu'ils recrutent, parce que il va y avoir une reprise après cette crise. Et donc, comme après toutes les crises d'ailleurs, il y a un gros boom après, c'est reparti. Donc, on peut espérer ça. Voilà. Donc ces jeunes-là, ils peuvent très bien se former parce qu'ils vont être recrutés. Et on a des offres d'emploi, à la mission locale, sur les métiers de la restauration, de l'hôtellerie. Après les secteurs que Sarah a cités tout à l'heure, le social, l'aide à la personne, l'aide à domicile, ça c'est des secteurs qui sont énormément demandés. On recrute beaucoup dans ces secteurs-là. En alternance, on recrute beaucoup dans le bâtiment aussi. Là, tout à l'heure, j'ai eu un employeur encore qui recherche désespérément un apprenti en menuiserie alu. Donc, je lui fais un clin d'œil. Il y a également toute l'industrie navale chez nous, donc des grosses entreprises comme Naval Group, IMS. Voilà. Il y a quand même dans plein de secteurs d'activité différents. Oui, tout à fait. Et puis, à la mission locale aussi, on travaille avec des grands groupes. Donc, les grands groupes proposent également de l'alternance. Donc, par grand groupe, je donne des exemples comme La Poste avec Format Poste ou Carrefour qui prend aussi des jeunes en alternance. Il y avait Olia. On en a entendu parler récemment, effectivement. Voilà. Il y a un autre dispositif aussi qui existe, c'est le service civique. Est-ce que ça, c'est une bonne idée pour se lancer en pleine crise sanitaire ? C'est une très bonne idée. Comment ça marche déjà concrètement, un jeune qui voudrait se lancer là-dedans? Alors là, il vient à la mission. Chez nous, dans les missions locales. Dans les missions locales, voilà. Donc il y a un référent. Oui, pardon. Donc il y a un référent service civique qui, donc quelle que soit l'organisation de la mission locale, il y aura un conseiller, un chargé de projet. Il y aura une personne qui s'occupera du service civique. Donc il se présente et il parle de son projet et la plupart des missions locales portent une plateforme de service civique aussi qui permettent d'avoir un plus large choix d'offres de missions à proposer, car elles tissent des partenariats avec des associations et des collectivités de proximité.
Et elle propose des missions qui sont liées à un agrément collectif qui nous vient de l'Union nationale des missions locales, qui est notre représentation au niveau national. Donc on bénéficie d'un agrément collectif qui nous permet de faire de la mise à disposition de jeunes en service civique et qui permet de simplifier toutes les démarches, aussi bien pour l'association ou la collectivité qui va prendre le jeune en service civique que pour le jeune, plus que c'est la mission locale qui prend tout. Et concrètement, en charge. un auditeur qui se dit tiens, c'est quoi le service civique? Un jeune qui dit tiens, c'est quoi c'est une bonne concrètement? question, j'aurais dû C'est vrai commencer par qu'on là. en parle, mais Ouais. Donc un service civique, c'est une mission, c'est un engagement d'abord. Donc voilà, c'est avec l'État. C'est un On engagement. s'engage auprès de l'État. Comment ça se passe? C'est un dispositif qui est mis en œuvre par le gouvernement, effectivement. C'est un dispositif, c'est l'État français qui finance. Donc c'est un engagement de 6 mois ou minimum, ça peut aller jusqu'à 12 mois. Donc avec un employeur. Voilà, Alors c'est pas un employeur parce qu'on change de vocabulaire c'est pas un en contrat service de travail civique. ni un stage. C'est pas C'est un ni contrat l'un de ni l'autre. travail, c'est pas un stage. Ça c'est plus facile de dire que ce que ce n'est pas en vérité, c'est vrai. Donc, mais c'est un engagement, c'est du volontariat. C'est vraiment un statut, le volontariat. Ouais, mais qui est quand même rémunéré. C'est pas du bénévolat non plus. Ouais, la différence alors, c'est que le bénévolat, effectivement, la personne va faire ça ponctuellement. Elle va faire 2 heures au Restaurant du Cœur ou ailleurs. C'est un engagement en service civique. C'est vraiment le volontariat. C'est un engagement sur la durée. Donc c'est minimum 6 mois, une date de début, une date de fin. Et le jeune, effectivement, est indemnisé par l'État directement, donc 473 € par mois, et l'association ou du moins la structure d'accueil qui va prendre le jeune. Ça leur coûte rien, la structure d'accueil? Tout est financé par l'État. 107 € par mois pour. D'accord. C'est le coût pour la structure d'accueil. Ouais. C'est très très clair, effectivement. Souvent, dans le cadre d'une recherche d'emploi, le permis de conduire, c'est un véritable frein pour trouver du travail, surtout dans les missions locales. Je pense que vous avez peut-être beaucoup de jeunes qui n'ont pas le permis. Est-ce que vous pouvez aider les missions locales? Désolée. Les missions locales, nous sommes en direct, peuvent aider des jeunes à financer leur permis. C'est possible, ça? Oui, c'est possible par différentes manières, suivant la commune sur laquelle on vit, en fait. C'est le plus facile, c'est de se rendre du coup, sur la mairie sur laquelle on habite. Il y a beaucoup d'aides financières qui sont mises en place à ce niveau-là. Nous aussi, comme le disait Catherine tout à l'heure, le PACEA qui est une aide qui permet aux jeunes pour accéder à un emploi ou une formation de faciliter son accès. Donc, c'est une aide qu'ils peuvent utiliser aussi pour le permis de conduire. Après, l'aspect financier n'est pas forcément le frein à l'accès au permis de conduire. D'accord. On parlait tout à l'heure des diplômes. Oui. Pardon, j'ai coupé la parole, je oui, crois. Marie-Gaëlle, vous voulez dire quelque chose, oui? Parce qu'en fait, je réagissais comme ça, je me disais peut-être que je peux poser même des questions. Oui, bien sûr. J'avais envie de vous poser la question de cette question du désir dont on parlait tout à l'heure. Comment est-ce que ces jeunes arrivent chez vous avec moins de désir liés aux difficultés de projection en ce moment avec le Covid et se disent moi j'ai envie de passer le permis, ou j'ai envie d'avoir un emploi, ou j'ai envie de faire une formation, ou j'ai envie de... Et il me semble que moi, les jeunes ont moins d'envie et qu'ils arrivent en disant de toute façon, il faut bien que je fasse quelque chose parce que sinon je vais mourir à petit feu. Mais je me demandais comment vous les aider à faire émerger justement ce désir, à les aider à se projeter. Donc, vous disiez tout à l'heure, on les aide à se projeter. C'est rendre confiance, susciter un intérêt. Parce que le permis, clairement, ils viennent pas en vous disant « je veux passer mon permis ». J'avais un peu ça en tête. Ça fait partie d'un accompagnement et de leur dire à un moment donné peut-être qu'il faudrait prioriser certaines choses, dont le permis de conduire. Donc c'est tout un travail de travailler sur le permis de conduire. Je ne sais pas si les étudiants qui sont autour de nous ont le permis de conduire. On va leur demander. Je sais pas, j'espère. Vous l'avez tous? Ouais, je l'ai. Oui, bien sûr. Oui, le permis, mais pas la voiture. Ça aurait été dur de venir sans. C'est clair. Mais donc du coup, Clémentine, pas la voiture. Vous êtes venus tous les deux? C'est ça. Ouais. J'ai pas la voiture non plus, j'ai pris celle de ma coloc. Donc, alors vous avez emprunté. T'as emprunté la voiture de ta coloc pour venir. Cool, voilà. Mais au moins, c'est ça, c'est comme ça qu'on se débrouille en ce moment. Pas trop le choix. Ok. Mylène, du coup, la suite, je crois, sur les
Oui, on parlait tout à l'heure des diplômes, donc on va continuer sur ça. Une fois que nous les avons, comment on peut s'assurer de la continuité professionnelle des étudiants ? Pierre-Louis. Alors en fait au niveau de la continuité, alors on a encore développé cette année une nouvelle branche au niveau de l'école. On est un groupe, donc il y a une partie sur My Business School qui est sur tout ce qui est formation, on va dire étudiante. On a une partie qui est formation d'entreprise sur My Business Training. On en parlait tout à l'heure au niveau du permis qui peut se développer. On peut le payer en fait avec son CPF. C'est ignoré aussi pour le permis, mais le permis peut être payé aussi en CPF par les jeunes. On a développé récemment, donc cette année, qui sera dès la rentrée prochaine mis en place, My After School. My After School, en fait, c'est pour directement proposer à nos étudiants un emploi en sortie de cursus. Donc on leur proposera soit de continuer sur le cursus, soit des entreprises partenaires pour proposer un emploi sur la fin du cursus. Il y a des entreprises partenaires déjà qui bossent avec l'école, avec ton école, qui assurent presque une continuité professionnelle. Là, on est en création de partenariat avec quelques entreprises avec qui on a l'habitude de travailler, puisque depuis le temps qu'on est sur La Valette, on commence au fur et à mesure à avoir de plus en plus d'entreprises. Donc, soit les jeunes sont directement employés par l'entreprise d'accueil durant le contrat apprentissage ou le contrat pro ou le stage. Et ensuite, si jamais ça n'est pas le cas, on peut leur proposer une autre entreprise qui est partenaire de My After School. Tiens, du coup, tu as des stats là-dessus par rapport à la continuité des employeurs qui les accueillent déjà pendant la période de formation, qui les gardent? Alors là, je veux pas dire de bêtises, j'ai pas le chiffre en tête sur ce qui est fait. On est sur une population dans le bassin toulonnais. Par exemple, on n'aura pas les mêmes chiffres sur Aix, Marseille, Fréjus et La Valette. Dans le bassin toulonnais, en général, les gens sont toulonnais et restent à Toulon. C'est vrai d'ailleurs, un peu dans toutes les régions de France, les gens bougent très peu. Donc surtout sur Toulon. Donc en général, les entreprises emploient en contrat pour rester dans l'entreprise et ça matche souvent sur la fin du contrat. D'accord, c'est plutôt pas mal et c'est vrai que souvent dans les alternances, c'est ce qui se passe. Même question du coup pour nos amis de la mission locale. Comment vous arrivez vous avez quelqu'un qui vient, qui a été peut-être diplômé, comment vous arrivez à l'aider à trouver du boulot, quoi, clairement? Ça vous arrive? Oui, bien sûr. Donc, il y a des dispositifs comme la garantie jeune qui, donc à partir du moment où il est diplômé, s'il a arrêté l'école, après on va regarder son niveau social. Donc, si on va imaginer qu'il est dans la précarité, donc on peut il peut intégrer la garantie jeune. Donc, la garantie jeune, c'est un dispositif où il va avoir une première phase où il va travailler en collectif avec d'autres jeunes. C'est des ateliers où ils vont travailler sur l'estime de soi, où ils vont faire des diagnostics d'orientation, ils vont travailler la confiance en soi. Toutes ces choses qui sont essentielles pour accéder à l'envie, justement, à l'envie d'aller chercher du travail, l'envie de faire quelque chose, parce que on parlait de motivation tout à l'heure, au départ, ils sont pas très motivés, effectivement, parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Souvent, on peut pas être motivé par rien. C'est quand même compliqué. Donc, il faut mettre du sens, et c'est tout ce travail qui est fait avec les conseillers, jour à jour, jour après jour, et jusqu'à ce qu'il y ait cette petite étincelle-là qui arrive, et hop, ça y est, un projet né. Plus qu'ils font plusieurs stages aussi pour valider ces projets, ou pour chercher leur voie. Il y en a qui doivent faire beaucoup de stages dans beaucoup de métiers différents. Donc, cette garantie jeune permet cet accompagnement en collectif pendant 1 mois à peu près. Et après, ça dure 12 mois, où en même temps, ils ont une indemnité financière qui est à peu près de 500 € par mois, qui leur permet aussi de subvenir à leurs premiers besoins vitaux, on va dire, c'est où passer leur permis, ou on peut mettre aussi des objectifs dans ce cadre-là. Très bien. Concrètement, comment peut-on trouver un emploi tout fraîchement sorti de l'école en ce moment? Pour répondre à la question de notre sommaire, on va demander à Pierre-Louis. Comment chercher un emploi aujourd'hui? Alors, comme je disais tout à l'heure, ça dépend de l'antécédent. Comment chercher un emploi, en quelle sortie de diplôme, à quel moment et sur quel secteur? C'est vrai que pour moi aujourd'hui il n'y a pas plus de complexité à trouver un emploi qu'avant. Tout dépend du secteur. Sur des secteurs, on est dans une crise actuellement. Dans une crise, il y a toujours entre guillemets des gagnants et des perdants. Il y a des secteurs qui se développent et d'autres qui sont totalement détruits, on va dire, mis en pause en attendant. Le tout est de cibler finalement le bon secteur. On a par exemple les commerces qui ont été arrêtés sur le premier confinement. Aujourd'hui on a des chiffres d'affaires qui vont augmenter dans le commerce. Et de plus en plus, finalement, les emplois se recréent dans le commerce, contrairement à ce qu'on a pu constater l'année dernière. Très bien, effectivement. Est-ce que vous, on va poser la question des étudiants, est-ce que ça vous inquiète la recherche d'emploi, Clémentine? Ça t'inquiète, toi, après ton diplôme? Alors oui, complètement, et même en ce moment par rapport au stage, en fait, parce que on est beaucoup à chercher un stage et pas en trouver,
Et on a beau postuler, et on n'arrive pas à trouver des niveaux, donc de notre niveau de Bac+4. Il y en a qui arrivent à trouver, mais ils postulent et ils sont pour des Bac+2 en fait. Donc c'est pas normal d'accepter un Bac+2 alors qu'on est au-dessus. Ouais, clairement. Je sais plus si on l'a dit, tu es dans quel domaine, Clémentine? Je suis en Master 1 de marketing. Voilà. Ok. Même en marketing, en ce moment, ouais, ça t'inquiète quand même. Victor, pas même sentiment? Je sais pas, j'ai pas trop réfléchi honnêtement. Déjà, j'ai du mal à voir de quoi demain sera fait en ce moment. Ouais, Et je pense que vraiment, faut appuyer là-dessus. Demain, moi, je vais sortir Demain, des études normalement. on est vraiment au jour le jour, hein, clairement. C'est pas effectivement la semaine prochaine. Si on est confiné, pas reconfiné, etc. C'est super compliqué. Déjà. Et du coup, c'est pour ça. Moi, j'ai déjà de mal à me dire, mais est-ce que je vais avoir cours en présentiel dans un mois? Est-ce que donc alors, honnêtement, dans un an, le moment où je vais chercher du boulot, je vais devoir trouver un stage déjà. Ok, bon, j'y penserai à partir de cet été, je pense. Mais dans un an, tout ça sera derrière nous. Il y aura une croissance monumentale. Ça va recruter à tour de bras. Oui. Eh oui, c'est sûr. C'est vrai. C'est sûr. On espère. Ça fait sourire tout le monde, mais on espère tous. Après, je pense que sur l'exemple, par exemple, typique des stages en marketing actuellement, je pense qu'il y a un problème aussi de... Je sais pas si dans le bassin, on a beaucoup d'agences en marketing et c'est peut-être juste l'effet de groupe, entre guillemets, que toute votre promo cherche un stage en même temps sur les mêmes dates. Nous, on a bien compris que c'est pas à Toulon qu'on allait faire du marketing. Ouais. Pourtant, il y en a partout, il y en a dans plein de boîtes du marketing. Non, le souci, c'est surtout que ce sont des demandes de stage de 6 mois. Or, nous, on veut beaucoup moins. On n'a pas. Et eux, c'est vraiment 6 mois minimum. Donc, c'est. Ouais, alors là, c'est 6 mois de stage. C'est pour des grandes missions. Ils ont beaucoup de boulot à filer aux stagiaires, là. Mission terminale, mission de fin de cursus universitaire. Ok. Effectivement. Bon, très très bien. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Réagissez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à toutes nos émissions sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. On est de retour en plateau dans l'émission Faut qu'on en parle, votre émission www.fautquonenparle.fr sur vos radios en France, puisque nous parlons du travail. Un des points importants pour un étudiant, c'est d'avoir suffisamment de moyens, et oui, pour pouvoir vivre décemment pendant les études. Bon nombre d'étudiants ont un petit job. En général, ils trouvent un boulot étudiant, par exemple travailler dans la restauration rapide, faire des livraisons le soir. Est-ce que actuellement c'est possible, Pierre-Louis? Oui. Alors après, au niveau c'est ce que... Moi, je suis plutôt concerné de mon côté par les contrats d'apprentissage, justement les contrats de professionnalisation. Aujourd'hui, c'est vrai que sur les petits jobs étudiants, les étudiants le diront mieux que moi. Sur la restauration rapide et les livraisons, j'ai des exemples d'amis. J'ai des exemples d'amis qui beaucoup se lancent dans Uber Eats pour la livraison le soir et compléter leurs revenus. Après, sur les jobs étudiants, toujours pareil. Je pense qu'il y a des secteurs d'activité qui se sont forcément arrêtés et d'autres qui ont augmenté, on va dire, en cadence. Alors justement, est-ce que vous avez un boulot en parallèle de vos études, nos étudiants, Benjamin? Alors moi, du coup, j'ai la chance d'être en apprentissage, donc j'ai déjà mon contrat d'apprentissage. Tu as un salaire en parallèle. Exactement. Et en plus de ça, j'ai une autre chance avec le sport, le basket, qui me rémunère également. Après, au-delà de ça, un étudiant qui vit seul dans un appartement, qui a tous ses frais à sa charge. Je pense que c'est compliqué. Maintenant, même pour moi, si j'avais pas le basket à côté, un appartement seul ailleurs dans le sud de la France, ça aurait été compliqué. Donc, je me mets à la place. Comment avec le sport aujourd'hui, t'arrives à faire des sous, clairement? En fait, entraînant les jeunes? Non, si vous voulez, j'ai repris mes études cette année comme une espèce de reconversion, même si je suis assez jeune, mais ça faisait 2 ans maintenant que j'étais joueur professionnel. Du coup, j'avais un revenu professionnel comme n'importe quel joueur sportif. Et lors de ma reconversion, donc j'ai mis un petit peu le sport de côté, mais j'ai quand même continué en amateur avec un revenu moins conséquent, mais un revenu tout de même. Clémentine, tu as un boulot à côté ou pas? Alors non, moi j'ai pas de job étudiant, mais souvent en été en fait je trouve des jobs d'été et c'est vrai que cette année, donc l'été dernier c'était très très difficile d'en trouver un. J'ai passé quasiment 1 mois à trouver et le contexte du Covid était difficile parce que j'ai travaillé donc en restauration et c'est vrai qu'avec le masque, avec les
les barrières de plexiglas, si je vais appeler ça. C'était très très difficile de garder un contact avec le client et on essayait de faire au mieux en fait, mais c'était difficile. La mission locale, est-ce que vous conseillez à des jeunes ou à des étudiants d'être, des petits boulots étudiants, quoi? Trouver des petits boulots. On s'occupe pas des étudiants, nous, mais on s'occupe des emplois saisonniers. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le service civique est compatible avec le statut d'étudiant, statut de salarié. Possible. Donc les jeunes étudiants peuvent faire un service civique. Alors bien sûr, il faut que les horaires soient compatibles, mais c'est très souple. Le service civique ne repose pas sur le droit du travail. Donc en général, on est sur 24 heures minimum, mais ça peut être le week-end, ça peut être le soir. Il faut trouver une association qui corresponde à l'activité. Et donc, vous pouvez trouver toutes les offres sur le site du gouvernement qui est servicecivique.gouv.fr. Victor, toi, tu as un boulot à côté ? Oui, moi je suis... Qu'est-ce que tu fais ? Alors, je suis dans une agence d'intérim, donc pas en intérim, en CDD dans l'agence, et je suis chargé de permanence. Donc, je travaille 3 jours par semaine, le dimanche, lundi, mardi, sur des Dimanche, lundi, mardi, ouais, ok. Exactement. Sur des horaires de soirée. Donc, ça me permet de... ça me fait mon revenu, en fait, chaque mois. Je touche les bourses à côté. Honnêtement, je sais que moi, je suis pas un étudiant qui est à plaindre parce que justement, j'ai eu la chance de trouver ce travail un mois avant le premier confinement. Donc, j'ai vraiment eu énormément de chance. Et ils t'ont gardé surtout. Le bon c'est timing, ça ouais. Non, mais même, t'as trouvé. Et en plus, ils ont pas dit, tiens, on coupe les. Non, c'est un peu l'entreprise qui veut essayer de former quand même et de garder pour avoir quelque chose de qualité de manière globale. Mais moi, en fait, ce que je disais, je suis vraiment pas un étudiant à plaindre parce que je sais que j'ai des revenus. Je sais que j'ai mes parents derrière moi si j'ai besoin. Par contre, tous les jours, je vois des étudiants qui ont beaucoup plus de mal, des étudiants qui recherchent des jobs étudiants. Moi, je suis le premier à essayer d'en chercher. Avec Clémentine, on fait partie du coup d'une association, de l'association Move, dont on a pu parler un peu plus tôt. On essaie un petit peu de rassembler des informations, de savoir qui souffle le plus, d'essayer de renouer le lien avec entre les étudiants. Mais la précarité financière qui touche les étudiants actuellement, en fait, elle est aussi, je pense qu'il faut le dire, elle est clairement à la base d'une grosse partie du problème actuel. Tous les étudiants qui ont perdu leurs jobs étudiants avec le Covid, ça a été une catastrophe. Aujourd'hui, je vois des associations plus grosses qui mettent en place des banques alimentaires, des épiceries alimentaires. Pour y avoir participé mercredi dernier, avoir été dans l'organisation, il y avait 330 étudiants. 330 étudiants, on est en vacances. C'est fou. C'est grave quand même. C'est énorme, la précarité. Sur nos réseaux sociaux d'étudiants qui nous disent qu'ils ont du mal à s'en sortir financièrement. Depuis fin janvier, il est possible de manger pour 1 euro avec le Crous. Vous en pensez quoi de ce nouveau dispositif en faveur des étudiants ? Est-ce que c'est une bonne idée ? On a vu un scandale d'ailleurs, je crois, à la télé il n'y a pas très longtemps, où il n'y avait rien à manger, une photo là, horrible. Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà ? Moi personnellement, j'ai pas été au courant du scandale en question. Je pense que l'idée du Crous à 1 euro, c'était donc le Crous à 1 euro, ça avait été mis en place en septembre. C'était 1 repas par jour. Maintenant, on est passé à 2 par jour. Encore faut-il que les rues soient ouvertes parce que à Toulon, il a ouvert en fin janvier. Donc avant, le repas à 1 euro, l'ouverture, je crois, pour fin janvier, toute la France. Voilà. Les Crous. Il y avait des endroits en France où les Crous restaient ouverts et du coup, il y avait possibilité d'avoir un repas à 1 euro par jour. Bon là, nous, c'est possible à Toulon que depuis fin janvier. Et du coup, c'est quelque chose qui a été mis en place du coup par le gouvernement, à la demande du gouvernement directement. C'est assez dérisoire, malheureusement, parce que c'est mieux que rien déjà. Mais voilà, c'est ça, c'est dérisoire, mais c'est mieux que rien. Et je pense que c'est le genre de choses qu'il faut continuer à encourager. Et il faut surtout encourager les étudiants à se tourner vers ce genre d'action, parce que rien n'est trop bien pour nous quand on est dans le besoin, ce genre de choses. Clémentine, le repas à 1 euro. Ah, tout à fait d'accord. Franchement, c'est une belle initiative. Après, c'est vrai que ça aurait été bien si les étudiants pouvaient manger sur place, parce que pour avoir un peu le lien social, à part juste venir et récupérer une petite gamelle et repartir dans son appartement. Mais c'est une belle initiative. Et puis heureusement qu'on a à côté aussi donc, la Fédération des étudiants toulonnais qui complète et aide en donnant des produits alimentaires, etc. Également des gels douches, des protections hygiéniques. Oui, tiens d'ailleurs, je crois qu'elles vont être rendues gratuites prochainement. En septembre. Ouais, à la rentrée, c'est ça, tout à fait. Donc il y a quand même des gestes en faveur des étudiants pour vous assister un petit peu dans cette période très compliquée.
Est-ce que, tiens, puisqu'on parle d'argent, du coup, il n'y a pas de... Parce qu'on va bientôt dériver dans la vie sociale tranquillement pour la dernière demi-heure de notre émission, vie sociale pure des étudiants. Puisque vous sortez pas, on va dire, en tout cas plus de bars, plus de boîtes, etc., est-ce que ça vous permet pas d'avoir un petit peu d'argent de côté, tout ça? Benjamin? Alors, qui me regarde, Benjamin. Ouais. Ça aide forcément parce que c'est Faire des économies? C'est des dépenses en moins, hein. On va pas se mentir. Quand on est jeune, c'est des dépenses plaisir, loisir quand même. C'est boire des verres avec des potes, avec qu'on... modération, bien sûr. Hein. C'est ça. Mais... En fait, c'est un sentiment qui est un peu particulier parce que c'est des dépenses qu'on sauve. Donc, d'un côté, on s'est dit bon, il y a un bien dans ce mal. On sauve un peu d'argent, c'est bien. Mais d'un côté, on est presque triste de sauver cet argent. On préférait le dépenser dans nos sorties habituelles. Maintenant, bon, il faut mieux voir le positif dans tout ça. Hein. Est-ce que ce sera pour en dépenser beaucoup plus après pour bien fêter ça ou... Et c'est surtout pour en sauver, mais en dépenser un peu différemment, comme on le disait avec Victor avant l'antenne. Personnellement, je commande énormément à manger dehors, ce que je faisais pas avant. Du coup, c'est des dépenses que j'ai créées avec le Covid. Donc, dans un sens, l'argent, j'en sauve un peu, mais je le dépense surtout différemment, quoi. Clémentine, pareil, permet d'avoir des économies ou pas? Oui, moi personnellement, vraiment, j'économise parce que c'est vrai que tout ce qui est les activités culturelles, elles sont fermées, donc j'ai pas d'autre choix que d'économiser, quoi. Ouais, forcément, ouais. Mais pas plus de resto, de livraison en tout cas, non? Non, moi pas du tout, vraiment. Autant je préfère faire à manger chez moi parce que pour moi, le restaurant, c'est vraiment aller sur le point de vente physique, en fait. Aller manger et profiter d'être assis et d'avoir du lien social et pas commander chez soi. Victor, toi? Moi, je rejoins un petit peu Benjamin. Après, moi, je suis en colocation, donc je vis pas tout seul. Donc, j'ai quand même le plaisir de pouvoir manger, interagir avec mes colocataires. Tiens, d'ailleurs, puisque tu es en coloc, tu es en coloc depuis combien de temps? Début août. Ah, ok, depuis d'accord. 6 mois, 7 mois. Donc, pas le premier confinement, effectivement. Bon, deuxième confinement en coloc, c'était bon. Ouais, ça s'est très bien passé. Socialement, oui, Marie-Gaëlle, il a de la chance, finalement. Oui. Victor? Oui, bien sûr. Les colocs ont de la chance. Et puis, ils apprennent à faire à manger aussi. Ils ne se font pas que livrer. Donc, ils apprennent plein de choses. Oh, j'ai l'impression. Victor, non? Ils font un concours de bolo. Victor, il regarde, non, pas trop. Non, pas vraiment. Non. Moi, j'avais remarqué... Il va pas critiquer la cuisine de ses colocs, en fait. Parce que là, il est en train de me regarder. Putain, si je dis un truc, je vais me faire démonter. Non, il va être en régime. On avait remarqué quand même le nombre de pique-niques quand on se balade le dimanche, le week-end. Au premier confinement, un petit peu moins, évidemment, mais... depuis quand même beaucoup plus, et je trouvais ça assez sympa finalement, comment les jeunes s'organisent aussi pour se rencontrer autrement et ailleurs, et ou dans le sport, ou sous des formes comme ça de pique-nique, on va chercher des pizzas, ou alors on se fait une bonne salade, hein, et donc on va la manger dans les calanques ou sur la plage. Ici, c'est vrai que dans le sud de la France où on fait l'émission, on a la chance d'avoir ça, mais ailleurs en France, il y a des beaux endroits aussi. Oui, tout à fait, mais je me disais quand même, ceux qui sont en ville ont peut-être plus ou dans des grandes villes. Dans les grandes villes où on nous écoute, effectivement. Dans des endroits où il y a des grands parcs moins aussi, de possibilités d'aller dans les parcs, etc. Mais quand même, ces possibilités-là, je trouve qu'elles se voient un peu plus. Hein, et je trouve ça intéressant aussi, hein, comment on apprend à se rencontrer ailleurs et autrement. Avant de dériver sur la vie sociale pure et dure, juste rapidement, quels sont rapidement les métiers qui recrutent actuellement, si vous en aviez 3-4 à citer, et ceux qui recrutent pas du tout? Voilà. Là, en Catherine. ce moment, on est beaucoup dans le... Le bâtiment, on a entendu. Non, ouais, le bâtiment, c'est parce reparti. que je cherchais celui qui trie à la poste, c'est pas le facteur, c'est l'agent de production. Voilà, excusez-moi. Pourtant, on entend agent que de production. les volumes de courrier baissent, les gens envoient de moins en moins de courrier. Hein. Alors, agent de production, que ça soit à la poste, parce que je pensais à format poste, mais ça peut être aussi beaucoup dans la grande distribution, tout ce qui est préparation de commandes. Ça, oui. Voilà, là, on est. Tout ce qui est e-commerce, etc. D'ailleurs, ça sera. Dans la grande distribution aussi, hein, voilà, tout ce qui est drive. Donc ça, c'est vraiment des métiers qu'on a des offres tous les jours. La question, c'est est-ce que c'est des métiers, par exemple, qui vont durer? Parce qu'aujourd'hui, il y a un boom du drive à cause du Covid, etc. Enfin, de la Covid. Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que les gens vont peut-être garder ses habitudes? Et finalement, on ne va pas savoir ça. Non. Un nouveau contexte, nouvelle habitude.
C'est ça, c'est un peu comme le télétravail, voilà, c'est pareil. Quoique les cours en distanciel, je pense que ça va pas durer. Visiblement, nos étudiants ont l'air en phase, ça c'est pas top quand même. On n'espère pas. Hein. Ouais, clairement pas, ouais, je pense. Très très bien. Est-ce qu'on a un petit message comme ça rapide à faire passer aux jeunes avant de passer à notre vie pure, vie sociale? On va faire peu de focus après sur Moi, je voudrais Move, etc. Positif quand même. Oui, positif. Je reprends ce que disait Victor tout à l'heure en disant que du coup, il y avait des choses positives, mais qu'il fallait pas trop les mettre en avant. Mais je pense que quand même, les jeunes ont une compétence à aller de l'avant. C'est l'avenir, les jeunes. C'est l'avenir. Je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont cette capacité d'adaptation, malgré tout. Et aujourd'hui, vous montrez, même si c'est difficile, je ne reviens pas sur le fait que ça soit compliqué, mais vous avez cette capacité d'adaptation et d'aller de l'avant quand même. On a une capacité d'adaptation. Par contre, après, on voit régulièrement des entreprises qui profitent beaucoup trop de cette capacité d'adaptation. Et les jeunes, ils peuvent passer là. Non. Moi, nous, on cherche des emplois aussi stables. En sortie, et là je parle clairement, les emplois étudiants, personne ne peut avoir vraiment le privilège d'être exigeant, excusez-moi. Par contre, oui, on est mobile, on a cette souplesse, mais il ne faut pas en abuser, hein. On est des étudiants, on reste des êtres humains. On a besoin de stabilité quand même. Alors je voulais dire dans le sens où vous avez des compétences pour que l'avenir soit positif quand même. J'en doute pas, j'espère. Clairement. Allez, on se retrouve dans un instant. Après les cours, il y a normalement une vie de jeune, d'étudiant dynamique avec un lien social fort. Hein. C'est la vie normale, on appelle ça. Mais depuis un an, cette vie est totalement perturbée par la crise. Focus maintenant sur cette vie de jeune adulte bouleversée. C'est un sujet clairement qui vous a fait énormément réagir sur notre répondeur aussi, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Marie-Claude de Sauzet dans la Drôme sur Facebook qui nous a dit oui, pas facile d'être jeune de nos jours, j'ai 60 ans pourtant et je comprends très bien, c'est triste, les jeunes c'est l'avenir, faudrait s'unir pour leur avenir. Lucas de Vénissieux, près de Lyon, qui nous dit « Je suis étudiant au campus de la DOA à Villeurbanne et je peux vous dire que c'est triste, plus d'effervescence, plus de monde, quand nous pouvons y aller... Hein ? Je recommence. Quand nous pouvons y aller, il n'y a plus de vie. Vivement que cette crise se termine, mais j'ai peur, je rate mes années d'étudiant, comme a pu avoir ma grande sœur. On a Mathieu de Nice aussi, je suis étudiant et j'ai une vie sportive active. J'ai besoin de faire du sport entre amis pour enlever la pression, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué d'en faire du sport. J'arrive pas à rester motivé en cours, j'ai l'impression d'être un objet, car je n'ai que des contraintes et plus de plaisir. Ethan de Rennes qui nous dit « J'ai 21 ans, en pleine vie étudiante et je peux vous dire que les fins d'après-midi et les soirées sont bien tristes. On se retrouvait entre amis dans les bars et les restaurants pour décompresser après les cours. C'est fini, ce sont des moments que je ne rattraperai jamais. » Faut qu'on en parle, dernière partie. Nous recevons donc Clémentine et Victor de l'IAE Toulon. Donc vous êtes étudiants avant tout, hein, on l'a bien entendu dans les premières parties, comme nous avons pu le voir effectivement. Mais vous gérez aussi donc le bureau des étudiants de l'IAE Move. C'est une association. À quoi ça sert cette association en temps normal déjà? Parole à Clémentine peut-être? Alors en temps normal, c'est vraiment d'être un intermédiaire entre donc l'IAE et les étudiants, mais également de dynamiser la vie étudiante au sein de l'IAE et également d'avoir une sorte de réseau avec toutes les autres associations étudiantes de Toulon pour qu'on puisse créer des événements, des activités, avoir une vie étudiante. D'accord, très bien. Victor, une petite précision ou elle a été très claire? Elle a été très claire, elle a tout dit, rien à ajouter. Un peu plus clair. Donc depuis un an, la majorité des jeunes n'ont pas pu souhaiter leur anniversaire, ni même se rassembler dans un bar ou un restaurant, encore moins en boîte de nuit comme on a dit dans le sommaire. Comment vous vivez cela? Vous qui êtes étudiant, avez-vous l'impression de passer à côté de quelque chose? Clémentine? Alors, pour moi, personnellement, oui, totalement, parce que, comme vous le dites, en fait, on n'a plus de vie étudiante, on n'a plus de vie sociale. Et c'est vrai que, bon, pour ceux qui sont en colocation, c'est forcément mieux.
Mais pour ceux qui sont tout seuls, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a vraiment notre journée toute seule. On passe nos journées tout seul ou en famille. Mais en famille, ce qui est quand même différent, c'est que moi, par exemple, j'ai 2 sœurs qui sont à l'école primaire et au lycée. Et elles vont à l'école normalement, elles n'ont toutes que du présentiel. Et pareil, mes parents qui sont professeurs sont en présentiel. Donc, on a vraiment des vies différentes. D'accord. Effectivement, petit tour de table encore. Victor. Oui, alors moi au niveau de ma vie étudiante, je pense que ça a été très compliqué, surtout que j'ai eu l'occasion de voir le contraste en fait. Septembre-octobre de 2019, donc de l'année dernière, quand j'étais en licence 3, je sortais très régulièrement, j'avais une bande de potes, pour utiliser le langage. Tu avais une bande de potes, tu les as plus? Ils sont partis, ils sont rentrés chez eux. Qu'est-ce qu'il resterait à faire à Toulon? La moitié est rentrée chez eux. Bon, j'exagère. On était une super bande de potes, on sortait régulièrement. Et le couvre-feu, le confinement, tout ça, la Covid, tout arrêté. Subitement, on était préparés à rien de tout ça. Et aujourd'hui, c'est dur de trouver. Donc, comme l'a dit Clémentine, je suis en colocation. Donc, pour moi, même si je me sens affecté parce que je vais moins dans les bars et que j'ai un besoin de rencontrer des gens, en fait, très régulièrement. C'est normal, la vie sociale, c'est très important. C'est ça. Pas que chez les jeunes, effectivement. Oui, c'est ça. Après, je sais que il y a des personnes qui ont leur cercle d'amis, ça leur va très bien. Il n'y a pas forcément besoin de rencontrer d'autres personnes en plus. Alors que moi, j'ai besoin mais des fois, on aime bien aussi voir ses amis dans d'autres contextes que juste enfermé à la maison, par exemple, dans un bar, une ambiance. Il y a tout à côté, en fait. Et on peut plus rien faire. Tout le temps, continuellement, de faire des nouvelles rencontres. Oui, c'est vrai. C'est mon cas, honnêtement. Je sais que justement, j'en ai besoin en fait de faire ces rencontres parce que j'adore les personnes qui m'entourent, mais il y a cet aspect redondant, cet aspect, envie d'en voir plus, de rencontrer des gens, des expériences différentes. Exactement. Et puis c'est plus possible tout ça avec la Covid. Non. Depuis la Covid, plus du tout. Ouais. On a une question de Denise qui nous dit si c'est pas indiscret parce que moi je suis étudiante, j'ai 50 ans. Quel âge ont les étudiants autour de la table? Ah oui, on en a parlé avant en antenne. Benjamin, ton âge, tu peux le dire? C'est secret. Non, en général, à cet âge-là, on le dit facilement. Hein, c'est après que son ça âge. complique. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai 22 ans, moi. Ok. Victor? 22 ans aussi. Et Clémentine? 21. Et toi, Pierre-Louis, du coup, tu es sorti l'année dernière, tu as quel âge? 23. Voilà, un tout petit peu plus. Benjamin, oui, c'est pour ça que Denise, à 50 ans, ne doit pas être en adéquation avec ce que disent les jeunes là sur le plateau. Benjamin, toi, effectivement, est-ce que ça te manque, le fait de ne pas sortir, de voir des potes, etc.? Ah, forcément, ça manque. On est sur les années où on a envie de sortir, on a envie de faire des rencontres amicales, de voir des gens et là on nous prive un peu de ça. Maintenant j'ai la chance moi de vivre avec ma fiancée, donc je vois des gens. Ça peut être aussi pour faire des rencontres amoureuses. Voilà. Pas pour toi. On peut pas dire ça ce soir. Non, pas ce soir. Donc demain ou en antenne, mais pas. On va éviter aussi. Non, mais c'est vrai que oui. Donc j'ai cette chance là. Maintenant c'est sûr que de pas pouvoir sortir, se rejoindre sans devoir se cacher, entre guillemets, sans devoir fuir une quelconque autorité, c'est compliqué. Se cacher, ça veut dire qu'il faut sortir de manière... Oui, Marie-Gaëlle? Oui, du coup, ça me fait penser justement à toutes ces stratégies que tout le monde doit faire, et particulièrement les jeunes, justement pour garder du lien social qui est vital, de transgresser les règles. Et là, il y a un truc complètement fou, c'est-à-dire qu'on nous demande d'un côté de respecter les règles parce que c'est de la survie, et de l'autre, pour survivre, il faut pouvoir les transgresser. Et ça rend fou un peu quand même. Hein, ça énerve un peu des fois. Et en même temps, du coup, moi je me dis, comment est-ce qu'on se construit vis-à-vis de la règle, justement? C'est aussi le fait qu'aujourd'hui, pour ma part, j'ai un peu de mal à me dire qu'est-ce qui va être autorisé ou pas. C'est de me dire... j'ai mon week-end de libre, j'ai mon samedi de libre. Est-ce que je peux inviter mes amis à la maison avec moi? Est-ce qu'on va pouvoir... est-ce que moralement c'est faisable? Est-ce qu'on va pouvoir se voir sans masque? Est-ce qu'on va pouvoir faire un jeu entre nous comme ça? C'est clair, avec ces règles de couvre-feu. Est-ce qu'effectivement on a le droit de recevoir ses potes à la maison, s'enfermer et faire la bringue toute la nuit ou pas? C'est ça, on se... d'ailleurs. Pas la bringue, non, mais même dans la journée, normalement, moi je sais que
j'aime bien faire des après-midi jeux de société, des petits trucs. Pour l'instant, tranquilles. c'est possible. Aujourd'hui. Bah, à l'heure actuelle. c'est possible, mais maintenant, on se dit d'un point de vue moral, est-ce que ce serait conseillé? On se sent presque coupable de voir de voir des gens, et c'est là que c'est compliqué, parce que on se dit bon, bah, est-ce que je m'enferme tout seul, je vis ma vie tout seul, ou est-ce que je m'autorise ces choses-là qui sont légalement autorisées, mais qui moralement pourraient être critiquées? Bah, surtout dans un pays comme le nôtre où normalement on est libre, etc. On peut faire ce qu'on veut normalement. Marie-Gaëlle? Oui, il y a cette question, mais la question de la contamination, la question de la responsabilité de la contamination. C'est-à-dire que j'ai peur de l'autre, j'ai besoin de l'autre, et en même temps j'ai peur de l'autre. J'ai peur d'être contaminé, j'ai peur de le contaminer. Jusqu'où je vais, comment je fais pour m'assurer que je mets tout le monde en protection, et en même temps comment je fais pour assurer ma survie et donc mon lien social. Et cette question-là, elle traîne depuis un an dans quelque chose qui n'a pas de solution. C'est une équation impossible. C'est le choix impossible. Ça, surtout donc, que les risques, les risques en plus, c'est que même si, par exemple, on s'autorise une réunion entre amis, quelque chose, et que malheureusement, il arrive quelqu'un qui attrape le virus, il y a des risques derrière qui sont un peu plus importants que notre santé de jeunes entre nous. Enfin, moi, si je l'attrapais demain, je ne sais pas ce qui m'arriverait. Maintenant, je sais que j'ai peu de chances d'être atteint gravement. Mais si je l'ai, je sais que derrière, j'ai une entreprise qui va devoir être mise à l'arrêt tant que tout le monde n'est pas testé négativement. Donc, ça met en danger plus que ma propre personne, quoi. Donc, c'est là qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut faire réellement au-delà de ce qui est légal. La question des conséquences. La question des conséquences, c'est au-delà de la règle. On a une réaction de Frédéric qui nous a laissé un petit commentaire sur Facebook avec le hashtag FQEP qui nous dit « En ce moment, quelle galère de trouver une copine, l'amour n'est pas au rendez-vous avec tous ces couvre-feux et confinements. » Et ouais, à la fac, ça doit pas être facile en ce moment. Bah ouais, surtout à la fac, a priori, il n'y a plus du tout de présentiel, donc pour trouver quelqu'un, c'est un peu chaud quand même, je pense. Qu'est-ce qu'ils en pensent, nos étudiants? Bon, on va pas nous dévoiler votre vie amoureuse, mais du coup, c'est impossible de faire la moindre rencontre. Bah, faut se baser sur ce qu'on a déjà. Hein. C'est très. Non. Ah ouais, il a l'air de dire ça d'un air résigné. Non, j'espère pas quand même. Non, j'exagère. J'espère que madame n'écoute pas. Bon, on va faire avec. Hein, je pas le choix, je peux pas changer. Non, plus sérieusement, c'est toujours possible. C'est pas drôle. Toujours quand même possible de faire des rencontres. Alors, après, il y a toujours cet aspect éthique, moral dont parlait Benjamin. C'est est-ce que je fais le choix de la rencontrer à ce moment-là, pour moi, pour l'autre personne. Et là, oui, là du coup, je parle dans le cas où on l'aurait rencontré autrement que en face à face. Voilà. Mais c'est compliqué parce que une rencontre en face à face, il y a toujours quelque chose en plus quand même. Ouais. Mais Marie-Gaëlle me parlait quand on prépare un petit peu l'émission. De ça, que maintenant c'était. Concernant les adolescents, là, comment ils trouvent des stratégies où, comme ils peuvent pas se toucher, ils peuvent pas s'embrasser, ils peuvent pas explorer leur sexualité. Alors ils transgressent un petit peu évidemment ces questions-là, mais ils développent aussi de façon assez surprenante, mais une sexualité, une exploration du corps de l'autre. Via l'écran. En visio. Via la visio. Et ils expliquent, ils peuvent expliquer comment ils tu reçois des patients toi, dans ton cabinet. Oui, tu m'en as parlé. Qui peuvent expliquer. Moi, c'est des petits ados qui me disent, oui, on a fait l'amour, madame. Mais sans cette vue. Mais on s'est jamais vu. C'est pas quel âge ils ont. On est en couple, mais on s'est jamais vu. Donc ça devient une espèce de concept comme ça, et ça paraît complètement terrifiant. Je me dis, mais c'est pas possible, je suis dans la 5e dimension, là. Fait penser au film qu'on pouvait voir. Ils auront encore plus de sensations après. Voilà. Ça sera du physique, peut-être. Mais voilà, il y a une espèce de. Alors, évidemment, ça concerne pas les étudiants. Hein. Je parle vraiment de ces ados qui découvrent le corps, qui découvrent leur corps. Quoi, 13, 14, 15 ans? Oui, bien sûr. Alors après, avec des choses beaucoup plus trash, parce que ce qu'il y a derrière aussi, après, c'est aussi les questions de pornographie, etc., qui arrivent derrière très vite, plus vite. Parce qu'il faut vivre des expériences corporelles qui sont normales à l'adolescence, mais qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils ne peuvent pas avoir.
pour la petite parenthèse. Merci beaucoup. On va refaire un petit focus sur l'association IAE Move, du coup. Parce que vous organisez habituellement des choses qui font bouger les étudiants. Move, clairement, je pense que ça vient de là. Que pouvez-vous faire en ce moment et qu'est-ce que vous pouvez pas faire, du coup? Alors, en ce moment, pour répondre à votre question, on est totalement sur le distanciel. On organise régulièrement des quiz sur Instagram, par exemple, sur des thèmes d'actualité. On a fait le mois sans tabac. On a fait aussi le Movember. On fait aussi des petits jeux sur Instagram régulièrement. Par exemple, pour la Saint-Valentin, on a fait un concours disquette. On propose aussi des réductions étudiantes. Ouais. C'est quoi un concours disquette? En fait... Les vieux ordinateurs et les disquettes. Non, ils vont pas connaître. Non, le concours disquette. Pas du tout. C'est celui qui sortira la phrase d'accroche la plus disquette, la plus... Bof. Pas forcément bof. Ok, boomer, quoi. Hein, c'est ça? Vous faites des visio apéro, des trucs comme ça aussi ou pas? En visio? Non, pas encore. Parce que ça se fait beaucoup dans les entreprises, les visio apéro. Ouais, en fin de journée. C'est traître les visio apéro. Ouais, mais avec modération, hein, toujours. Quand on est à la caméra et qu'on est tout seul, avec. Ouais, mais ça peut être entre 15-20 étudiants, voilà. Mais il y a toujours le moment où on éteint la caméra quand même à la fin. Ouais, je comprends. Et on se retrouve tout seul derrière l'écran noir, et là, c'est vachement moins drôle. C'est sûr. Donc, ok, ça, c'est les choses que vous pouvez faire habituellement. Enfin, vous faites, du coup, en ce moment, au sein d'IAE Move, enfin, ce que vous essayez d'organiser. Mais sinon, d'habitude, vous faites des événements, des choses comme ça. Tout ça, ça va revenir. Ouais. Alors, moi, je vais en parler, du coup, parce que Clémentine n'a pas eu trop l'occasion de vivre ça. C'est parce qu'elle n'était pas à l'IAE l'année dernière. Moi, j'y étais déjà. On organise des événements. Je pense au Students Party, qui regroupe tous les étudiants de toute l'université sont invités. Donc, possibilité de faire des rencontres énormes, ambiance de fou, il y a toujours un maximum de monde. À l'échelle beaucoup plus de notre IAE, il y a le gala de l'IAE qu'on met en place chaque année. L'année dernière, on avait, je vais pas dire de nombre, parce qu'on avait plus d'une centaine de personnes, je crois. Et c'est un gros gala où il y avait le président de l'université qui était présent. Ça nécessite un budget. Ça nécessite de l'organisation, beaucoup de logistique. C'est un projet qui est super intéressant à mettre en place. S'il y en a qui veulent plus de détails, Gala IAE Toulon 2019 sur YouTube, ça passe très bien. Qu'est-ce qui vous manque le plus du coup? Ce genre d'événement? Ouais. L'organisation, que ce soit en fait, pour être dans le bureau, l'organisation de l'événement, c'est toujours une galère, mais une fois qu'on y est, on est trop content de ce qu'on a fait. Et puis pour ceux qui participent juste en général, pour avoir été du coup un petit peu des deux côtés, c'est juste on n'a plus de moyens de se rencontrer, on n'a plus ce moment où on s'amuse tous ensemble. Très bien. Il se passe des choses aussi, peut-être du côté de My Business School habituellement? Habituellement, oui. Il se passe, il y a des rythmes sur l'année. Il y a un voyage au ski qui se passe aux environs de février-mars. Cette année, c'est un peu compliqué. On a réussi à le faire l'année dernière, juste avant le premier confinement. On est parti le week-end juste avant. On a failli l'annuler. On est bien content de l'avoir fait finalement. Il y a le gala de fin d'année, mais c'est vrai que là, pour l'instant, depuis le début de l'année, on a tenté sur le mois de septembre de faire le lancement de l'année, mais on n'a pas réussi puisque c'était déjà trop tard au niveau des organisations. Là, la seule petite chose qu'on a pu faire, qu'on a lancé cette semaine, je vous en ai ramené d'ailleurs si vous en voulez, on a redonné la banane aux étudiants avec les bananes Haribo en fait. Donc on en a mis dans tous les campus et c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est des petites actions ponctuelles. Mais concrètement, on peut pas faire grand-chose. Ouais. Mylène? Clémentine, Victor, vous avez fait un sondage auprès des élèves de l'IAE. Qu'en est-il ressorti? Et quel était ce sondage? Alors en fait, on a fait 2 sondages. Il y en a un premier qu'on a vraiment fait aux étudiants, donc à l'ensemble des étudiants de Toulon. Donc ça concerne de la L1 jusqu'au M2. On a eu vraiment des résultats qui nous ont beaucoup frappés. Par exemple, on a eu 67% des étudiants qui n'ont pas de cours en présentiel. On a en moyenne 83% des répondants qui sortent moins de 4 fois par semaine. Et dedans, il y en a 36% qui sortent entre 0 et 1 fois par semaine, ce qui est vraiment très, très peu. On a... Ouais, c'est sûr. On a donc plus de la moitié d'étudiants qui nous disent qu'ils ont très, très peur de ne pas trouver un emploi dans le futur, de ne pas trouver de stage et vraiment d'avoir une baisse de la valeur de diplôme, ce qu'on a dit au début de l'émission. On a eu beaucoup de retours d'étudiants qui nous disent qu'ils passent vraiment leur journée chez eux. Il y a 86% des étudiants qui n'arrivent pas à avoir un lien social comme avant, dont 24% qui n'en ont plus du tout.
Et concernant les cours en visio, en fait, on a fait un autre sondage. Donc, c'est les M1 Management qui l'ont organisé. Et ça concernait seulement les étudiants de l'IAE, donc c'est-à-dire la L3 au M2. Et dedans, il nous indique que plus de 50% des étudiants ont un taux de concentration qui est inférieur à 50%. Ils nous disent qu'ils ont beaucoup de mal à se concentrer. C'est lié au cours, donc c'est-à-dire manque de dynamisme, complexité de contenu, manque d'échanges humains, mais également à l'environnement, parce que certains n'ont pas un endroit calme pour travailler et étudier, surtout qu'ils sont dans leur appartement ou dans leur famille, auprès de leurs animaux de compagnie, certains m'ont même dit. Ou alors ils ont une mauvaise connexion Internet. La plupart des étudiants disent que les cours en distanciel sont beaucoup moins motivants et qu'une charge de travail est beaucoup plus importante qu'en présentiel. Et la moitié des étudiants n'estiment pas être bien accompagnés moralement par leur formation et se sentent extrêmement délaissés. Et ça entraîne donc une très grosse démotivation et des problèmes du distanciel qui sont apparus. Certains nous ont indiqué qu'ils avaient des maux de tête et des mal aux yeux. Ouais, pas top, hein. Marie-Gaëlle, je vois réagir, mais c'est pas étonnant, malheureusement. Non, c'est pas c'est pas étonnant du tout. Avant de terminer notre émission, parce qu'on arrive bientôt à la fin, d'habitude les jeunes, pas que d'ailleurs, se retrouvent toujours en soirée, on a dit tout ça, faire des moments conviviaux, etc. Là, c'est quand même compliqué. Comment on peut réussir à avoir une vie sociale la meilleure possible pour les jeunes, les étudiants actuellement? Est-ce qu'on a des idées, là, clairement, qu'on pourrait filer à tous les jeunes qui nous écoutent, et même tout le monde d'ailleurs? Pierre-Louis? Après, ce qui est pas évident, c'est même pas une question de... Là, je trouve qu'il y a une question de lassitude et il s'agit plus de vie sociale. En fait, on voit les mêmes personnes, on passe la même semaine, on voit les mêmes personnes, on passe la même semaine. Et là, c'est ça qui commence à agacer. Je comprends. Même moi qui suis bien entouré, là, ce soir, de faire cette émission, ça a été l'événement du mois, quoi. Je veux dire, là, voir des têtes inconnues. On le disait tout à l'heure dans la voiture, on discute, on rencontre de nouvelles personnes, on rentre à 23h chez nous, c'est quelque chose d'incroyable. Et moi, pour moi, c'est la même chose. Dans le cadre donc, professionnel, vous êtes tous là dans le cadre professionnel, évidemment. Ouais, effectivement. Donc ça, rien que ça, le fait que ça tourne en boucle, que ce soit toujours la même chose. Oui, Victor, je vois que tu en penses la même chose. Ah ouais, complètement. J'ai vraiment très très peu de choses à ajouter là-dessus. C'est les mêmes journées qui se répètent inlassablement depuis mars. Octobre, depuis octobre, depuis les vacances. Oui, depuis octobre. C'est ça, on va dire depuis octobre. C'est très dur. Après, en termes de conseils à donner aux étudiants, je pense que moi, le seul conseil que j'aurais à donner aux étudiants, ce serait même pas par rapport à leur vie étudiante, ce serait juste de parler et d'aller vers les gens pour parler, parce que s'ils se sentent bien dans leur tête, après, tout le reste en découlera. Évidemment, en fait, il faut se dire que tout le monde est dans le même état d'esprit, donc est-ce que ça vaut le coup d'aller essayer de chatter avec des gens, de discuter sur Insta, sur tous les réseaux, clairement. Je pense. Ouais. Les États-Unis sont beaucoup plus ouverts d'esprit que nous sur ce point-là. Aux États-Unis, tout le monde aborde tout le monde. Est-ce que le Covid va provoquer ça en France? Peut-être que le Covid va faut pas ouvrir l'esprit des Français. Moi, ce que je demanderais juste, c'est de ne pas juger les étudiants, parce que souvent les adultes ont tendance à juger et à se dire oui, mais toi. Mais surtout d'essayer de se mettre à leur place 5 minutes et de comprendre ce qu'ils vivent. C'est vrai qu'il y a eu énormément de commentaires quand même négatifs sur notre teaser vidéo à propos de ça. Les étudiants ne font que se plaindre. Oui, vraiment. On a eu beaucoup de commentaires autour de ça. Beaucoup de gens qui nous ont laissé des messages assez horribles sur notre répondeur. C'est bon, les étudiants, voilà quoi. Et pourtant, ces gens-là, ces adultes-là, sont passés par là. Ils se rappellent pas de leurs années jeunesse. Je sais pas, par exemple, vos 20 ans, vous les faites qu'une fois, quoi. Donc si vous les faites pendant le Covid, vous les ferez jamais. Et vous vous rappellerez que vos 20 ans, on les a jamais fêtés. Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des soirées, etc. Moi, je pense que nous, on a dépassé la vingtaine. Je sais pas si on a de la chance, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus dur, c'est pour les 18 ans. 18-20. Les 18-20, par là. Les 18 ans, c'est les premières conneries. Je veux dire, c'est là où on a presque le droit, entre guillemets. Mais c'est là, les 18-20, c'est vraiment les grandes années de sortie, de boîte, de tout ce qui s'ensuit, quoi. Toutes ces questions d'expérience sociale, en fait, bien sûr. Qui prennent une autre forme. Et effectivement, elles prennent une forme virtuelle. On ne sait pas trop ce que ça va donner que d'avoir une expérience sociale virtuelle par rapport mais à un moment donné, il va bien falloir revenir dans le monde réel et le plus vite possible, clairement. Donc, parce que là, c'est clairement des moments de vie qui sont, pour le coup, sacrifiés. Ceux-là, oui, sont sacrifiés. Ces 18 ans, comme je dis, c'est comme les 20 ans, on les fête qu'une fois. Donc là, en ce moment, une personne qui veut faire la fête dans une boîte, un bar avec ses potes et tout pour fêter ses 18 ans, malheureusement, c'est mort. D'où la question qu'on s'était posée avec Luc. Oui. D'où la question qu'on s'était posée avec Luc sur le titre de notre émission, Jeunesse Covid, Génération Sacrifiée, point d'interrogation ou point d'exclamation. Pour le coup, je pense que point d'exclamation...
C'est pas mal, c'est pas vraiment une question, c'est vraiment des moments qui sont sacrifiés dans notre vie. Cela, ouais, clairement, je pense qu'on pourra pas revenir en arrière. Mais bon, faut voir l'avenir de manière positive quand même. Ça va, on va s'en sortir, hein. Ouais, Tout le monde, je on va pense à- pouvoir refaire la fête derrière. On va faire un tour de table. On arrive dans les 2 dernières minutes de l'émission. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et donc, nous recevions en plateau pas mal de monde. On avait Marie-Gaëlle Girand, donc tu es psychologue à Aubagne. Merci beaucoup d'avoir participé. Eh ben, merci à vous. Mais de Merci rien, au beaucoup. plaisir. Bonne soirée. Catherine Rossi qui était chargée de projet à la Miage à la Seine-sur-Mer. Merci beaucoup. Merci à tous. On avait Au revoir. Sarah de Salon, chargée de projet à la Miage Mission Locale Ouest-Var. Merci beaucoup pour la participation. Merci à vous de nous avoir donné la parole. De rien. Pierre-Louis Nuremberg qui est ancien étudiant et responsable au campus chez My Business School à La Valette. Merci. Merci tout le monde. Nous avons aussi Benjamin Bouquier, qui est donc étudiant en BTS. Merci beaucoup pour ta participation. Bah merci, c'était très sympa. Voilà. Clémentine Dewally qui est vice-présidente du bureau des étudiants IAE Move à Toulon. Merci à vous. Merci, de rien. Et nous avions, pour terminer, beaucoup de monde ce soir en plateau. Victor Bresto, président du bureau des étudiants IAE Move à Toulon, et étudiant aussi, comme Clémentine. Merci à vous tous. Eh bien, merci beaucoup à tous nos invités de nous avoir suivis et accompagnés. Nous, on se retrouve prochainement, hein, Mylène, pour une enquête. Ah oui, très très vite en présentiel. cette Oui, toi en fois-ci, présentiel. j'espère. Hein, voilà. Remets-toi bien, voilà, pour la petite aparté pour nos auditeurs. Mylène est alitée actuellement. Voilà, on te souhaite de te remettre très très vite. Allez, grosse bise. Merci beaucoup. Allez. J'ai très hâte de vous retrouver le mois prochain pour une prochaine enquête. À bientôt. Allez, Bye à ciao. bye. Bye bye bye.